Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés de plus près au personnage atypique de Samuel Le Bouc, a.k.a. Black Metal Rider. Ce trentenaire, fan de black metal et de pignon fixe, ne passe pas inaperçu sur les anneaux cyclistes parisiens. Malgré avoir bouclé près de 30 000 km en 2020, il semble habité d'une mission divine, pour ne pas dire satanique, qui le pousse à rouler toujours plus loin, toujours plus fort. Et quand le peloton des Suicidal Urban Riders, groupe cycliste dont il est le fondateur, surgit à toute allure dans votre dos, mieux vaut serrer à droite. Afin d'en savoir plus, nous avons tendu le micro à Samuel et enfourché le vélo pour les suivre un peu dans leur course effrénée en enfer. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, je suis accompagné de Geoffroy uniquement, mais bonjour Geoffroy. Bonjour à tous. Et nous allons parler vélo, puisque nous accueillons une légende locale, le taulier de Longchamp, cet anneau cycliste de 3,7 km autour de l'hippodrome du même nom dans le bois de Boulogne à Paris, que notre invité du jour, figure de proue des Suicidal Urban Riders, a poncé kilomètre après kilomètre à des allures folles et toujours en pignon fixe. Black Metal Rider, tout de noir vêtu, des roues carbone jusqu'aux lunettes opaques, trônant au-dessus d'une barbe fournie, tatouage et queue de cheval soigneusement tressée, son look ne passe pas inaperçu, tout comme ses performances d'ailleurs. Nous sommes ravis de recevoir Samuel Le Bouc. Samuel, bonjour. Salut Samuel. Bonjour les gars, bonjour tout le monde. Sacré intro quand même. Ah ouais. De quoi? Sacré intro. Ouais, c'est... le local légende, c'est à cause du Strava là. Avec leur truc, Pas que. Ah ouais, mais ça fait un moment effectivement qu'on avait envie de t'interviewer, puisque on a eu l'occasion de rouler avec toi un peu dans des pelotons, que ce soit sur l'anneau cycliste de Vincennes ou de Longchamp. Et donc ça nous tenait à cœur de pouvoir te parler un peu plus et d'en connaître un peu plus sur toi et sur ton crew Suicidal Urban Riders. Ouais, bah merci beaucoup les gars, c'était super sympa de proposer ça. Donc avec plaisir. Bah cool, on a pas mal de questions à te poser, j'espère qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble. Pour ceux qui n'ont pas la chance de te croiser à Longchamp, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors donc moi j'ai 39 ans, j'ai commencé le vélo à 35. En fait j'avais rien fichu j'ai arrêté le sport à 16 ans en fait, et de 16 à 35 j'ai rien fait. Et je me suis mis au vélo de ville à la con pour me déplacer, parce que dans Paris j'utilisais plus ma bagnole. Et en fait j'ai un pote qui avait un single speed, et il m'a dit qu'il s'en servait plus, et j'ai fait vas-y fais voir, et puis donc il me l'a prêté tout simplement. Et donc je suis passé d'un grand vélo de ville hollandais à un vélo single speed, un fixie tout bidon, un entrée de gamme en acier à la con. Et après j'ai un autre pote, donc single speed avec frein avant, frein arrière et une roue libre. Après j'ai un autre pote qui m'a montré une vidéo de Crit pignon fixe, et ça a été genre waouh, la révélation, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. Et donc comme beaucoup de mecs en fait, tu commences en single speed et puis après t'enlèves le frein arrière, tu te mets en pignon fixe en gardant le frein avant en général, et puis après c'est parti. Après donc du coup je me suis renseigné, il y avait un Crit fixe qui arrivait à Paris en juillet, donc c'était juillet 2016. Et donc j'ai dit on va s'entraîner un petit peu quand même, et s'entraîner un peu à rouler donc en brakeless, c'est-à-dire sans frein avant comme un vrai vélo de piste, où t'as vraiment que le pignon et pas de frein à l'avant, pas de frein à l'arrière ni rien, comme sur un vélodrome, sauf que c'est pas sur vélodrome mais c'est sur bitume et c'est sur des circuits avec des chicanes et des trucs comme ça.
Et donc, du coup, bah, jusqu'à ce moment-là, je roulais que dans Paris, des petits rides de 5, 10, 15 km/h gros maximum. Et donc, en se renseignant un peu, j'ai découvert donc l'hippodrome de Longchamp, que je connaissais pas du tout, l'anneau de Longchamp. Et donc, avec mon pote américain, on a commencé à y aller. Et puis, bah, j'ai accroché direct, en fait. Et donc, à mon premier crit en juillet 2016, je me suis fait éclater la gueule. Parce que j'avais pas le niveau, j'étais débutant, j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que j'ai ridé avec des mecs qui eux savaient ce qu'ils faisaient et qui avaient de l'expérience. Et moi en fait j'étais un gros débutant et c'était genre la claque de ouf. En fait je me suis fait jarter au deuxième tour, c'est-à-dire qu'au deuxième tour il y a un mec qui m'a fait un peu une queue de poisson et j'ai fini dans le décor. Dans le décor, mais rien de méchant, mais c'était bon, ça calme direct. Voilà, et donc c'est assez violent le critérium. Voilà, ouais. Et au lieu de dire putain merde, je suis trop de merde, je vais abandonner, bah non, j'ai dit non, ça va pas se passer comme ça, je vais prendre un vélo mieux, je vais investir et je vais plus m'entraîner. Puis après, ça a commencé comme ça, j'allais de plus en plus souvent à Longchamp, et puis du coup, c'est en février 2017 que j'ai découvert Strava aussi. Et donc, avec une montre Garmin qui faisait GPS et tu sais, heart rate, comme les triathlons, il y en a plein qui ont des montres comme ça. Ouais. Donc, du coup, l'association des deux, ça a tout changé et ça a donné vachement de sens à mes sessions d'entraînement. J'ai commencé de rouler de plus en plus et de devenir un habitué de Longchamp, de rencontrer des mecs, rouler avec, etc. quoi. Ça a commencé comme ça. Excuse-moi, non, mais c'est assez dingue du coup, parce que moi je pensais que, parce qu'on a vu ton profil Strava, qu'on va partager aussi avec les auditeurs. T'as enregistré, si je me trompe pas, plus de 29 000 km en 2020. Moi je m'attendais à ce que t'aies commencé le vélo, je sais pas, il y a 15 ans, quoi. Là t'es passé du tout au tout en l'espace de 4 ans, finalement. C'est énorme. En fait, ouais, parce que moi à la base, ma passion numéro 1 c'est la zik, donc je suis musicien, je fais du métal, pour ça que j'expliquerai après Black Metal Rider, etc. Mais et puis c'est vrai que quand je fais les choses, en général, je suis un peu monomaniaque et un peu pas très raisonnable. Et donc j'ai tellement kiffé en fait le pignon fixe et Longchamp, etc. que c'est devenu clairement une addiction. Et avec Strava aussi, l'application, moi je trouve elle est géniale pour vraiment se dépasser, se donner à fond. Je trouve elle a du sens que si vraiment tu donnes à fond. Et en fait, je suis passé de 0 à 100 et effectivement, je roule avec des mecs qui, eux, ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de vélo derrière eux et donc ont une caisse que moi, j'ai pas. Enfin, même si je roule énormément depuis 4 ans et quelques, j'ai quand même pas encore la caisse que des mecs qui ont commencé le vélo à 10, 15 ans, ils ont, tu vois. Donc, il y a toujours un truc que j'arrive pas encore à avoir, mais c'est devenu, c'est... Ouais. Pas encore. Et du coup, ta semaine, elle ressemble à quoi en fait aujourd'hui ? Alors en fait, moi je suis quelqu'un déjà qui aime bien la routine. J'aime bien les trucs quand ils sont posés, quand ça se passe comme prévu, comme ça se passe comme je l'ai planifié. Donc en gros, c'est très simple. En période normale, il y a 4 rides à Longchamp pour moi. Mardi soir, jeudi soir, samedi matin, dimanche matin. Okay. Et c'est à ces moments-là qu'il y a le fast-pack, donc des mecs qui viennent pour rouler fort, très fort. Et donc, là, forcément, en ce moment, avec le couvre-feu, le mardi soir et jeudi soir, c'est un peu mort. Mais sinon, c'était toujours le cas. Et dès que je suis en vacances ou l'été, là, c'est tous les jours que je roule tous les jours, à peu près 2 heures par jour. Alors, à chaque fois, voilà, c'est des sorties à Longchamp, à peu près 2 heures, 2 heures et demie. J'ai pas le temps de faire plus en fait, donc en fait ça fait 4 sorties dans la semaine, c'est beaucoup, mais c'est que des sorties de 2h30 à peu près max, tu vois. Mais je fais intense, pas des quoi. sorties je fais pas des sorties de 4-5 heures, je fais pas des trucs comme ça. Il y a des mecs qui font que ça, tu vois, ils roulent samedi, dimanche et puis ils font 130 et voilà. Moi du coup c'est mardi, jeudi, samedi, dimanche, plus tout le vélo taf et tous mes déplacements dans Paris tous les jours, parce que je fais mes courses à vélo dans Paris tous les jours. Donc ça me fait aussi pas mal rouler et donc du coup j'ai un objectif hebdomadaire d'environ 500 km par semaine, toutes les semaines, toute l'année quoi. Ah ouais, t'as un objectif toute l'année aussi, c'est important à préciser ça. Toute l'année, il n'y a pas de moment de... D'accord. Ouais, c'est quand même pas mal et c'est souvent des sessions assez intenses quoi. Nous on a eu l'occasion un peu justement, c'est là où on a fait ta connaissance, on t'a remarqué un peu sur l'anneau. C'est des pelotons qui roulent à vive allure, 40, 42, voire plus. Voire plus. Et c'est vrai que nous, on n'a pas tenu très très longtemps. Ah non, faudrait essayer, mais ça va très très vite.
Bien au chaud, peut-être qu'on réussirait à mettre un ou deux tours, mais pas beaucoup plus, je pense. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est une tradition qui existait avant que j'appelle le truc le Fastpack, parce qu'en fait, c'est moi qui ai donné le nom Fastpack au Fastpack, qui ai commencé en 2017 à donner ça dans le nom de titre de mes sorties en fait. Mais ça existait depuis des années et des années en fait, le mardi soir, le jeudi soir, et donc parce qu'il y en a le mardi soir ils viennent pour faire un décrassage et le jeudi soir ils viennent pour faire un déblocage avant les courses du week-end. Donc en fait ça a toujours roulé fort le mardi soir et le jeudi soir, et pas qu'à Longchamp, c'est pareil au Polygone de Vincennes, c'est pareil aussi à Rungis, il y a aussi pareil un anneau au sud de Paris, toujours un peu le même délire. Voilà, et donc mais même pas qu'en France, hein, c'est même, je sais, parce qu'avec Strava, du coup, c'est ça qui est génial, tu peux suivre des mecs un peu partout dans le monde, et en fait, le mardi soir, ça roule fort en Angleterre aussi, enfin bon, bref. Donc, effectivement, moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est rouler très très fort, aller le plus vite possible avec le Fastpack, en fait, et c'est vrai que c'est le Fastpack lui-même qui imprime le rythme et la vitesse, en fait. C'est-à-dire que en fonction des mecs, en fonction du nombre de riders qu'il y a, etc., des conditions, c'est ça qui va déterminer le tempo général, si tu veux, et c'est pour ça qu'effectivement, en général, en hiver, on est plutôt sur du 39, 40, 41 de moyenne, et que l'été, quand tout le monde est à son pic de forme et tout, on arrive à des 44, 45, 46 de moyenne. Bon, et là, c'est complètement pendant carré. 50 bornes, 60 bornes ou plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'intérêt du Fastpack, en fait, c'est que t'as un arrivage continu de mecs. T'en as qui arrivent à 18h, t'en as qui arrivent à 18h30, à 19h, à 19h30. Donc, par exemple, toi, t'arrives à 18h, à 19h30, t'as déjà 1h30 dans les pattes, t'es déjà au bout du rouleau. Et là, t'as des mecs qui arrivent frais comme des gardons à 19h30, et bam, et ils prennent des gros relais, et c'est ça qui est dur, en fait. Et c'est ça, moi, qui me plaît, c'est justement tenir longtemps. C'est ça qui me. Mais chacun son truc, tu vois. Il y en a, ils viennent, ils roulent une demi-heure, 45 minutes à fond, puis ils arrêtent. Tu vois, mais t'as toujours ce truc organique du Fastpack qui est là, qui est un groupe qui fluctue beaucoup, avec des mecs qui arrivent, des mecs qui partent. Et moi, mon kiff, c'est de rester dedans le plus longtemps possible. Voilà. C'est vrai que c'est grisant de rouler en peloton. Enfin, pour nos auditeurs qui ont eu la chance de rouler en peloton, c'est vraiment quand le peloton va vite, quand le peloton roule bien, qu'il n'y a pas de gens trop nerveux aussi, qui bougent, trop d'à-coups, c'est hyper agréable, et c'est vraiment grisant, cette sensation de vitesse et de puissance un peu tous ensemble. C'est ça, c'est exactement ça. C'est des choses que solo, c'est quasiment impossible de faire. Ouais. Je veux dire, solo, moi, je fais pas 80 bornes à 45 de moyenne, c'est juste impossible, tu vois, c'est clair et net. Et effectivement, quand t'as les habitués, et moi, je connais quasiment tout le monde, et quasiment tout le monde me connaît, donc je sais qui sont les bons, qui sont les mecs fiables, qui sont les mecs solides, parce que quand ça se passe bien, comme tu dis, c'est vraiment grisant et génial, et tu te dépasses, et par exemple, même si t'es crevé, tu dis allez, je tiens un tour de plus, tu dis allez, il y a un mec qui t'empile une échappée, tu dis allez, je le laisse pas partir. Enfin, en fait, c'est ça, il y a une émulation qui est incroyable, une émulation, et ça, c'est vrai que c'est électrisant, et que la puissance, t'as raison, c'est moi, je sais que quand j'arrive à Longchamp, j'attends le Fastpack, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de tour de chauffe, j'ai rien du tout, j'arrive et bam, c'est 0 à 100 tout de suite, et donc je le guette, le Fastpack, et tu le vois arriver de loin, parce que c'est un truc, tu sens la puissance, la vitesse du groupe qui arrive, et je m'en lasse pas, il y a rien à faire, c'est vraiment... Oui, c'est une drogue, quoi. Exactement, ouais, clairement. Et du coup, tu l'as un peu touché du doigt au début, tu as une spécificité, donc quand tu parlais des critériums, tout ça, c'est que tu roules presque toujours, parce que j'ai vu que tu pas toujours, en fixie. Et c'est un vrai choix qui est plus qu'assumé, parce qu'on peut lire sur ton Strava Obsessive Riding Fixed Gear Till Death, donc la traduction, mais tu es prof d'anglais, tu peux la faire. Ouais, c'est un peu pignon fixe jusqu'à la mort, enfin jusqu'au bout, ouais, c'est brutal, hein, enfin tu peux dire plein de conneries avec TODF, genre voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai commencé par ça, et c'est ce que je préfère toujours. Comme tu l'as dit, j'ai eu un vélo route depuis 1 an et des cacahuètes, et depuis quelques mois un cyclocross. Mais ce que je préfère, ça reste toujours le pignon fixe pour rouler à Longchamp, bien sûr. Hein, si tu veux faire une sortie longue avec du D+, bon voilà. Mais je connais des mecs qui font quand même du pignon fixe, même en sortie longue et même en D+, avec un petit peu de D+. Mais effectivement, malgré tout, je reste à 80-90% pignon fixe. De toute façon, pour aller au taf ou pour les déplacements dans Paris, c'est pignon fixe. Et pour Longchamp, c'est ce que je préfère. Par exemple, là, on est ce dimanche aujourd'hui. Hier, j'ai roulé avec le Colnago. Donc, un Colnago C50 à 11 vitesses. Et aujourd'hui, j'avais donc une de mes grosses machines pignon fixe. Et je me suis senti mieux aujourd'hui, et plus efficace, ou plus péchu aujourd'hui, tu vois.
Et pour nos auditeurs justement qui connaîtraient peut-être pas le terme de pignon fixe, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Alors le pignon fixe, en fait, c'est le vélo, on va dire, originel, c'est-à-dire le vélo de piste où en fait t'as pas de vitesse, t'as un seul pignon, comme un monocycle où en fait t'avances, ça avance, et si tu vas en arrière, ça va en arrière. Enfin, c'est-à-dire que t'as pas de roue libre, t'es obligé de pédaler tout le temps. Et comme sur un vélodrome, un vélo de piste, et c'est ça, donc le pignon il est fixe, c'est-à-dire que tu es obligé de pédaler tout le temps, et pour freiner en général sur un fixie, tu mets un frein à l'avant, donc un frein normal à l'avant, ouais. Et à l'arrière t'en as pas parce que justement avec le rétropédalage, la force du rétropédalage, ou alors si tu arrives à bloquer la roue arrière en faisant un bloquant avec les cuisses, il y a une technique qui s'appelle skidder, où en fait tu bloques la roue arrière et tu peux déraper comme si tu freinais avec la roue arrière. Ça se fait en crit, t'as des tas de coursiers qui roulent en pignon fixe qui font ça, qui maîtrisent ça. Et donc, effectivement, pour un rouler en pignon fixe, il faut normalement impérativement avoir les pieds vraiment attachés aux pédales. Ouais. Donc, que ce soit des pédales automatiques comme sur les vélos de route, ou alors des straps qui permettent de faire ça avec des baskets, avec des chaussures de ville. Moi, quand je vais au taf, j'y vais en costard cravate et j'y vais en fixie avec les straps et il n'y a aucun souci, quoi. Mais du coup, c'est vrai que tu pédales tout le temps. Tu est tout le temps, il y a l'inertie. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est justement le côté... T'as 100% de ce que tu donnes va dans le vélo, et il y a une espèce de synergie, il y a un truc, je ne saurais pas décrire, mais presque un peu sensuel avec le vélo en fait, où vraiment tu vois, tu peux pas te laisser comme je sais maintenant que j'ai un vélo de route, si je roule des fois avec, je vois vraiment la différence où tu peux des fois te laisser aller, hop, t'arrêtes de pédaler, ça avance tout seul. Ouais. Avec un pignon fixe, t'as l'inertie, donc si tu arrêtes ton effort, le vélo il va ralentir vraiment rapidement en fait. Tu vois, ouais. Et donc il y a un côté où tu fais qu'un avec la machine, et notamment pour les crits où là comme sur un vélo de piste, t'as même plus de frein à l'avant, et moi je roule à long champ des fois comme ça en ce qu'on appelle donc brakeless, littéralement sans frein, et alors effectivement c'est dangereux et il y en a qui aiment pas ça, mais j'allais dire est-ce que c'est pas un petit peu dangereux quand même. Mais si t'anticipes et si tu connais un peu la technique et tout, là vraiment t'as même plus de frein à l'avant, donc c'est que tes jambes qui freinent, donc c'est tout dans l'anticipation. Enfin, il y a un côté. Évidemment, tu peux pas changer de vitesse, donc. Non plus. Donc ça, c'est sûr que d'un côté ça limite parce que t'as un pignon fixe, donc t'as un ratio qui est fixe avec un plateau à l'avant et un pignon à l'arrière et ça bouge pas. Donc c'est vrai qu'en fonction de ton niveau, de ce que tu veux faire, à la vitesse à laquelle tu veux rouler et de ton circuit, de ce que t'as prévu, il faut adapter son ratio effectivement, quoi. Par exemple, c'est si je vais au taf, j'ai pas le même ratio quand je veux rouler dans le fastpack à mon champ, c'est clair et net. Ouais. C'est autant dans un sens ça serait possible, c'est-à-dire que je pourrais aller au bahut, parce que je suis prof d'anglais, hein, je dis bahut mais en fait je suis professeur d'anglais, c'est pour ça d'ailleurs que je mets tous mes titres sur Strava en anglais et que je parle tout le temps en anglais, hein. C'est parce que je suis professeur d'anglais et j'adore cette langue, et je pourrais quand même aller au lycée avec mon gros braquet, simplement je galérerais et j'irais lentement et j'arriverai, je serais crevé parce que faut emmener le bordel quand t'as un gros ratio, mais dans l'autre sens, pour le coup, quand t'as un petit ratio, c'est bien pour démarrer, tu vois, pour des relances, etc., mais à long champ, ce serait impossible. Parce que tu serais dans la soupe, à 132 RPM, enfin bon, c'est juste pas possible. Et en termes de ratio, justement, ça correspond à quoi la cassette du fixie avec laquelle tu roules, c'est le dernier plateau, par exemple, le dernier pignon d'un plateau de route à 11 vitesses, plus ou moins, ou c'est encore plus petit ? Non, justement, c'est pas plus petit en fait. Ouais. Alors déjà, on va dire, partons de la moyenne. La moyenne de base d'un fixie, c'est 48-16. 48 le plateau, 16 le pignon. Et en fait, ça descend jusqu'à 12. 12, c'est le plus petit pignon que tu puisses avoir sur un pignon fixe. 11 n'existe pas, tu vois. D'accord. Et par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre 12 à l'arrière et 50 ou beaucoup plus à l'avant. Ouais, et là, ça devient monstrueux. Et en fait, moi, mon ratio de prédilection dans le fastpack pour faire des gros tours à 44, 45, 46, 47 de moyenne, c'est 51-13. C'est ce qui me correspond, mais tu peux avoir un mec qui va être meilleur en cadence. Je connais un mec qui roule en ce moment dans le pignon fixe à Longchamp aussi, et qui a une cadence de folie et qui est hyper bon là-dedans, et lui il a un ratio plus petit que moi et il tient comme ça. Et bien sûr, une des légendes de Longchamp, Eric Bourgueil, connu sous Strava sous le nom de Doc Emmett Brown, lui il a un ratio de malade mental, il a un 56-12, c'est-à-dire le plus petit pignon possible avec un pédalier de 56. C'est énorme, ça fait un ratio monstrueux, mais parce qu'il y arrive et c'est son truc. Et à l'arrêt, tu démarres même pas, quoi. Tu démarres même pas à l'arrêt, quoi. Faut qu'on te lance, faut qu'on pousse. Pour te lancer, c'est impossible. Et en fait, moi, je l'ai essayé une fois, il m'a fait essayer son truc au vélodrome de Vincennes.
il s'appelle Anctil, je crois, je sais plus, le vélodrome extérieur de Vincennes. Je savais même pas qu'il avait un nom. En fait, t'as un vélodrome en extérieur à Vincennes. Le vélodrome, pardon. Oui, pardon. Okay. Ouais, et une fois, il me l'a fait essayer, parce qu'on l'été, des fois, on va là-bas. Et c'est au début, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et une fois que t'es lancé à 50, là, ça commence à aller bien. Tu peux aller à 50 km/h. Ouais, une fois que t'as l'inertie de. Voilà. Mais Mais ça, c'est des ratios de fou furieux. C'est-à-dire que même sur piste, les pistards, ils ont même pas des ratios aussi élevés, quoi. Mais donc, et par exemple, pour aller au taf, ou si tu veux faire de la ville ou des trucs comme ça, tu peux genre faire 46-17. Et ça va largement aller pour rouler à 20-25 à l'heure. Enfin, voilà, quoi. Ouais, donc quand tu sors ton vélo avec ces gros ratios-là, tu sais que tu vas pas pour rien. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est pas pour la récup, c'est pour... ouais, non, c'est clair. Et tu sais l'origine... Excuse-moi. Vas-y. Ouais, tu sais l'origine un peu des pignons fixes, justement, c'est les coursiers new-yorkais, comme tu le citais tout à l'heure, ou il y a une autre origine? Non, bah en fait, si tu veux, c'est à la base, le vélo, c'était que ça. À la base, c'était des pignons fixes, et puis après, ils ont inventé la roue libre, et puis ils ont inventé les vitesses. Mais nous, on d'accord, ça a commencé donc, par le... Nous, on est des débiles, donc en fait, on est revenu au truc à la con où il n'y a rien. Mais non, c'est effectivement, apparemment, la légende voudrait que ce soit dans les années 80, les coursiers à New York, on avait marre des problèmes de dérailleurs, de se faire piquer leur vélo, de ci, de ça. Ils se sont dit, ok, bah, je vais prendre un vélo tout pourri, sans vitesse, sans frein, sans rien, vraiment l'essentiel. Ah oui, et du coup, t'as quasiment pas d'entretien parce que bah, forcément, t'as qu'un pignon, t'as pas de dérailleur ni avant ni arrière, donc t'as pas de couilles. Une fois que ta chaîne elle est posée, que tes moyeux ils sont bien vissés, etc., c'est clair que t'as quasiment plus aucun problème à ce niveau-là, quoi. Et effectivement, a priori, c'est né là-dessus, ouais. C'est né comme ça, a priori. Okay. C'était les mecs, ils ont dépouillé leur vélo au maximum, en fait, justement, pour revenir à l'essentiel, roue avant, roue arrière, pédalier, pignon, guidon, et hop, c'est parti, quoi. Et c'est vrai que c'est resté vachement un truc de coursier. Enfin, à Paris, on en voit encore rouler pas mal. Bien sûr. Moi, j'ai des potes qui roulaient aussi en pignon fixe. Et aussi, on les voit dans les critériums. Du coup, j'ai eu l'occasion d'en voir au Parc Floral de Vincennes. Voilà, ouais. Et c'est, franchement, c'est d'une violence. Enfin, c'est des parcours, il y a des virages, tout ça. Il y a des... C'est serré, il y a des pelotons qui vont hyper vite, tous en pignon fixe, sans frein. J'ai vu des chutes, et ça va, ouais, non, les critériums, c'est à voir, quoi. C'est quelque chose. Ouais, effectivement, bah, c'est ce que je disais au tout début. Moi, c'est le premier que j'avais fait, ça a été un peu la douche froide, mais malgré tout, j'y suis revenu, et après, les courses suivantes se sont mieux passées, on va dire. Mais ouais, c'est assez... les mecs, ils font des tracés avec des chicanes exprès, des trucs vicieux... où justement du coup t'es en relance continue, c'est-à-dire que t'as un bout de ligne droite où tu dois aller à fond, mais hop, au bout de 200 mètres même pas, ça y est, t'as un virage à 90 degrés, donc tu dois, et là bah, pour ralentir, t'as uniquement tes jambes, donc uniquement les cuisses, donc t'es dans un double effort de pousser pour reprendre, mais en même temps après t'as l'effort inverse de ralentir les pédales et tout, donc ouais, c'est hyper violent, c'est clair, et puis effectivement souvent il y a des crashs parce que bon bah voilà, mais pas plus que dans des critériums route en fin de compte, parce que maintenant je connais pas mal de mecs qui roulent dans les clubs, le PCO, tout ça, et en fait les critériums route c'est pareil, hein, les mecs, il y a toujours des mecs qui font n'importe quoi et qui vont se vautrer, enfin voilà, donc c'est pas plus qu'ailleurs en fait, c'est juste que c'est des courses courtes, en général c'est 30 km, et donc effectivement c'est court et c'est même pas 1 heure, et c'est ultra violent parce que c'est hyper intense, dès le début ça commence à 300% direct. Enfin, tu mets la jauge dans le rouge direct. Ouais, ah non, mais si tu clipses pas bien au début, c'est mort, c'est fini, c'est même pas la peine, quoi. Puis, comme dirait un pote, tu pars dans le rouge et t'accélères. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé. Une des dernières courses que j'ai faites, je devais être à 190 BPM de moyenne, enfin bon, un truc de fou. Après, moi, j'ai le cœur qui monte très haut, de toute façon, mais bon, c'est vrai que t'es dans l'effort 100%. Il n'y a pas de moment de répit. Enfin bon, voilà, vu que même si tu veux ralentir, demande un effort. Donc en fait, contrairement à tu sollicites les cuisses et tout, quoi. Enfin, même pour freiner, tu sollicites les cuisses, quoi. C'est ça. Mais c'est l'effort inverse, en fait. Tu vois, du coup, tu dois hop, et puis après, tu dois refaire l'effort dans l'autre sens à nouveau pour relancer le bordel. Et puis après, t'as encore un virage. Enfin bon, c'est que ça tout le temps. C'est tuant. C'est un truc de maso, en fait. Ouais. Et on dit que le pignon fixe a quand même des bénéfices aussi pour la pratique du vélo. On a souvent entendu que ça aide à pédaler rond. Est-ce que c'est vrai? Quels sont les bénéfices que ce type de config peut apporter aux cyclistes? Pour nos auditeurs qui font du triathlon, qui font évidemment du vélo aussi, ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus. Déjà, il y a une tradition dans les clubs qui se faisait avant, c'est qu'en fait les mecs, mais je te parle des mecs à l'ancienne, hein, en hiver en général ils roulaient au pignon fixe.
continuaient à s'entraîner, ils faisaient de l'endurance et des trucs comme ça en pignon fixe. Donc il y a un bénéfice. Mais très sincèrement, moi j'en sais rien. Parce que moi j'ai commencé avec ça et on pourrait penser que depuis que j'ai commencé par pignon fixe et après je me suis mis aux routes et tout, et en fait je sens pas tellement de différence. Je sais pas comment l'expliquer. Le côté de pédaléron, j'en ai déjà entendu parler, on en a déjà parlé, mais je serais incapable de te répondre. Et je peux même aller jusqu'à vous dire que là sur mon cyclocross, j'ai même un pédalier, un plateau ovale, tu vois. Ah oui, d'accord. Et j'avais déjà vu, ouais. je saurais pas dire qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas. Simplement pas forcément, moi j'aime tellement le pignon fixe que j'ai envie de dire que tout le monde devrait en faire parce que c'est un exercice différent, ça te fait bosser différemment, enfin mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en fait les mecs qui roulent en crit, les machines, les brutes, les gros tueurs, en fait ils ont une pratique du vélo qui est multiple, c'est-à-dire qu'ils font pas du tout que rouler en pignon fixe, ce que je pensais à la base, sauf que je me trompais complètement. En fait c'est les mecs qui font de la montagne, ils font bien sûr ils font du cyclocross maintenant, il y en a qui font du VTT aussi. En fait, c'est pour être vraiment bon en cyclisme, c'est con, hein, tout le monde quasiment le sait, mais il faut varier son entraînement et varier sa pratique. Et moi, j'étais pignon fixe et j'ai dû un peu me mettre à la route pour un peu changer mes habitudes, même si j'ai du mal à changer mes habitudes. Mais je pense que justement pour quelqu'un qui sait pas, mais qui a jamais fait de pignon fixe, ça peut être intéressant, et ne serait-ce que pour des déplacements urbains ou quoi, pour aborder le vélo différemment et varier sa pratique, parce que c'est vraiment en variant sa pratique qu'on progresse, clairement, quoi. Et moi, au début, c'est ça, je comprenais pas. Je voyais les mecs, attendez, ça m'est arrivé une fois, en fait, j'avais une course le samedi dans Paris. Et en fait, un jour ou deux après, j'ai croisé les mecs du crit, mais qui étaient sur des vélos de route. Et au tout début, j'étais débile et je connaissais rien. Et je sais pas, pourquoi ils sont en vélo de route, qu'est-ce qu'ils font, machin. Et en fait, non, c'est après que je me suis rendu compte que justement, il faut varier sa pratique au maximum. Et en termes surtout, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour le triathlon parce que quand tu es vraiment en solo, où tu dois avoir une constance dans l'effort, etc., le pignon fixe, ça peut, je pense, apporter pas mal à ce niveau-là, quoi. Parce que c'est vrai que si tu arrives à trouver un circuit, tu auras vraiment ce travail de continu. Par exemple, c'est vrai que vu que tu t'arrêtes jamais de pédaler, tu peux vraiment bien travailler, je pense, cette régularité du pédalage, etc. Il y a un truc comme ça. Je pense que c'est régularité. Efficacité du pédalage aussi, je pense que dans Pédaléron, il y a cette idée de tirer, pousser, enfin, et au final dans un pignon fixe, c'est vrai que vu que t'es entraîné comme tu dis tout le temps, t'es obligé de tout le temps fournir un effort, peut-être ça t'apprend un peu à avoir cette régularité, cette fréquence de pédalage, peut-être pas fréquence, mais qui fait que ouais, t'as aussi un pédalage peut-être plus efficace, t'exploites au maximum toute l'énergie que tu déploies pour la rendre dans le vélo, enfin, mais en tout cas oui c'est vrai qu'on a aussi entendu souvent que y a des clubs qui roulaient en pignon fixe l'hiver, des athlètes qui faisaient un peu de pignon fixe parfois dans la saison pour améliorer leur pédalage. On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de rouler en pignon fixe au cœur d'un peloton? Il me semble que quand on t'a connu, quand on t'a aperçu pour les premières fois sur la piste, l'anneau de Vincennes, tu revenais d'une blessure. C'était pour ça qu'on a réussi à suivre d'ailleurs, non? C'était pour ça qu'on a réussi à te suivre au début. Mais donc déjà, j'espère. Enfin, comment tu as pu remonter cette épreuve pour enfourcher à nouveau un vélo, mais avant ça, est-ce que c'est pas un peu dangereux justement? Comment tu appréhendes ça effectivement, en fait, comme je roule beaucoup, forcément à un moment tout cycliste il va se cracher. C'est comme se péter la clavicule, c'est quasiment inévitable en fait, et j'y ai eu droit. Et mon premier gros accident où je me suis pété le fémur, en fait, je me suis vautré à cause d'une route mouillée dans un virage tout seul. Donc en partant de Longchamp, d'ailleurs, en quittant l'anneau, tu vois, tout tranquille, tout seul, dans un virage route mouillée, la roue arrière à la chassée, je suis tombé, bam, sur le fémur éclaté. Et en partant tranquille à 38-40 quoi. Même pas, non, vraiment, c'était vraiment, je repartais à 30 à l'heure, même pas, et voilà. Une autre fois, en fait, c'est à cause d'un piéton qui traversait à Longchamp, c'est-à-dire qu'il y avait un moment, il y avait des soirées à Longchamp, donc les gens, ils débarquaient de partout, c'était le bordel, il n'y a aucune signalisation en plus, donc ils savaient pas où ils arrivaient, et non, forcément, on était dans le peloton qui arrivait à 45 à l'heure, il y a Nana qui a paniqué, qui a voulu traverser en courant, sauf que c'était au moment où moi j'arrivais, et là, j'ai envie de dire, quel que soit ton vélo, même si t'as des freins à disque, t'arrives à 45, il y a un pied, tu le manges et puis c'est tout. Et elle a rien eu, mais moi je me suis pété la clavicule.
Et après, ça m'est encore arrivé de tomber 2-3 fois, mais après, c'était de la chair ou des trucs comme ça. Il y a une fois, c'est parce que j'ai déclipsé lors d'une relance, parce que j'avais pas assez serré la pédale auto, et il y avait un coup de vent latéral, donc je me suis vautré tout seul. Puis après, il y a une fois où je sais pas ce qui s'est passé, je me suis vautré, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, quelqu'un a touché la roue ou quoi, mais j'ai quasiment eu un blackout, je me suis réveillé aux urgences. Et donc, mais on m'a raconté vaguement ce qui s'est passé, mais ça reste un peu mystérieux vu que je me rappelle de rien. Et c'était bizarre, mais au final, c'était plus de peur que de mal. Et donc, est-ce que c'est dangereux? J'ai envie de dire oui, mais un de peu, la même manière j'ai envie de dire qu'à Longchamp, crois-moi, il y a des mecs de 50 ans qui roulent à 25 à l'heure qui se vautrent, ont des pelotons aussi, parce que les roues elles touchent, parce qu'il y a un qui fait un écart. Enfin bon, c'est pas en fait. J'ai vu des mecs, des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, avec des super vélos frein à disque, faire des vols planés aussi. Enfin bon, franchement, quand tu connais, finalement, c'est pas plus dangereux, parce que quand tu roules à 45, s'il y a un mec devant qui fait le con, bah soit t'as un réflexe de la mort et tu l'évites, mais c'est indépendant de ton vélo, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que tu peux pas, et puis parce que si, admettons, toi-même t'arrives à l'éviter, tu freines et t'as des super freins. Ouais, mais peut-être que le mec derrière, lui, il va pas, et donc le mec derrière, il t'éclate. Il t'éclate. Donc en fait, ça paraît dangereux en soi. Alors c'est vrai que moi, je pousse le vice jusqu'à des fois rouler à Longchamp, comme j'ai dit tout à l'heure, en brakeless, donc vraiment vélo de piste où il y a même pas de frein à l'avant. Donc du coup, c'est vrai que le risque est accru. Mais on va dire que je commence à maîtriser mon affaire à ce niveau-là. Et je me suis vautré une fois en brakeless, et donc plus de fois avec frein, et j'ai vu des tas de mecs sur des vélos de route autour de moi se vautrer. J'ai évité des chutes, mais un nombre de fois assez important. Donc c'est sûr que c'est dangereux, mais si t'anticipes bien, parce que du coup, comme je roule tout le temps pignon fixe dans Paris, moi j'ai pris vraiment l'habitude et j'ai vraiment l'expérience d'anticipation. C'est-à-dire que moi je regarde pas devant, mais encore devant le gars qui est devant. Et donc des fois je vois des choses que les mecs devant moi n'ont pas encore vues. Je sais que des fois quand je vois une bagnole ou un truc, mais à 100 mètres ou 200 mètres, moi je regarde en fait bien devant le peloton. Et j'ai cette habitude-là qui fait que du coup j'anticipe quand même très très bien, quoi. Et même si certains trouvent qu'ils ont pas tort, notamment mes proches, que je me vautre pas mal, en fait, au nombre de kilomètres que je fais, finalement, pas tant que ça, quoi. Vu que je peux faire en un an, autant que certains mecs en 2 ou en 3 ans, donc finalement, voilà. C'est bien joué, t'arrives à relativiser le truc avec le nombre de kilomètres parcourus. C'est bien joué. Mais ouais, effectivement, on conseille à tous nos auditeurs d'avoir le bon réflexe, anticipation, que ce soit pour la pratique du sport ou pour utiliser le vélo au quotidien. Bien regarder aussi toujours par-dessus son épaule quand on déboîte. Toujours. Il faut le petit coup d'œil à gauche, c'est primordial. Il est indispensable. Moi, que même à Longchamp en peloton, même quand tu crois que t'es tout seul, le problème à Longchamp, c'est en fait, et c'est pareil au Polygone ou ailleurs, c'est en fait les mecs ils se croient seuls au monde. Ça, c'est une calamité, c'est le syndrome du je suis seul au monde. Oh bah tiens, j'ai fini, je sors. Sauf qu'ils se rendent pas compte que derrière il y a un peloton qui arrive et que ça fait pas trop de bruit finalement. Et que donc si tu jettes pas un petit coup d'œil à gauche, mais même quand les mecs au volant, c'est pareil, le fameux angle mort, le petit coup d'œil à gauche, c'est crucial. Que ce soit à Longchamp, que ce soit à Paris, dans la ville, moi dès que je change de trajectoire, dès que je me décale, tac, un petit coup d'œil, c'est un réflexe. Et c'est obligé, parce que sinon, dans Paris, c'est la guerre, c'est n'importe quoi, dans tous les sens. Je sais qu'il y a une tendance en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes, à critiquer les cyclistes, et qui font souvent n'importe quoi. Moi, le premier, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire que tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde, même les piétons, ils traversent n'importe où quand c'est vert, hors des... Enfin, tout le monde fait n'importe quoi. Voilà, ma conclusion sur rouler dans Paris en ville, c'est tout le monde fait n'importe quoi. Et c'est la guerre, donc il faut toujours imaginer le pire. Moi, j'imagine toujours le pire, genre the worst case scenario, genre la portière de voiture qui s'ouvre, le machin qui... Voilà, donc c'est-à-dire que comme j'envisage toujours le pire, j'anticipe toujours le pire, j'arrive à l'éviter, en fait, si tu veux, quoi. Mais ça t'a pas empêché de chuter quelques fois, mais nous, pour le coup, on n'a pas eu de grosses chutes. Non, on a eu de la chance, mais quand je touche du bois, mais il y a eu plein de fois... Mais rien que quand tu vois le Tour de France de cette année, c'était assez dingue le nombre de chutes, quoi. Tu te dis même les pros, de toute façon, le vélo, c'est inévitable. Puis dernièrement, on se partageait une vidéo d'une arrivée au sprint au Tour de France. Ça frotte et tout, c'est électrique. Tu vois cette vidéo qui est d'une GoPro, je pense, d'un des cyclistes du Tour de France. Ils en mettent maintenant sur les vélos. Donc ils filment ça au cœur du peloton, mais ça fait peur, quoi. Tu dis, j'ai pas envie de terminer au sprint là-dedans à 50, 60
où ça joue des coudes, ça crie dans tous les sens. Les mecs, c'est leur vie, hein, c'est leur taf. Hein. Là, c'est oui, c'est que là, voilà, c'est pas juste. Mais encore, dans Paris, même si tu vas au taf, tu peux te manger un Vélib qui fait de la merde, qui fait n'importe quoi, une nana qui regarde pas, enfin, avec les scooters, les monos, les trucs là, c'est une calamité. Enfin, donc je veux dire, c'est amusant, enfin amusant non pas du tout justement, mais quel que soit ton niveau en fait, et où tu roules et la manière dont tu roules, c'est dangereux de toute façon. Je veux dire, c'est un sport qui reste dangereux dans l'absolu, et tu peux te manger, avoir un sale accident, même en allant pas vite, et même sur un trajet quotidien, même, enfin voilà, de la même manière que, comme je disais tout à l'heure, même les mecs des clubs parisiens ou d'Île-de-France qui font des critériums sur route, c'est pareil, c'est hyper violent, c'est hyper intense, alors que tu dis au final, t'as quoi ? T'as un petit podium en bois, et puis t'as une petite coupe Décathlon en métal, enfin bon, tu dis, ça paraît pas, est-ce que ça vaut le coup de risquer sa santé pour ça, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, bah c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et à chaque fois que tu es tombé, tu t'es cassé des choses, tu t'es jamais dit, bah bon, j'arrête, je remonte pas sur le vélo, ou alors, même si t'es remonté sur le vélo, est-ce que t'as pas cette appréhension, un peu d'appréhension quand même? Bah malheureusement non, c'est-à-dire que j'aimerais bien. Moi à chaque fois mon objectif ça a été de remonter le plus vite possible sur le vélo. Alors après le fémur, après la clavicule, j'ai d'abord remonté rapidement sur un home trainer, enfin tu vois, sur un home trainer avant de reprendre le dehors parce que je pouvais pas faire autrement. Mais voilà, j'ai besoin de pédaler, j'ai besoin de rouler, c'est quasiment un besoin physiologique. Et à partir du moment où ça allait un peu près mieux, je suis ressorti dehors et de manière, je pense, prématurée systématiquement. Et à partir du moment où ça faisait pas trop mal, bah, je roulais comme avant. Donc, non, j'ai pas trop. Non, en fait, si je me crache mais que je suis sur mes deux pieds, que j'ai rien de cassé, le lendemain, ça m'est arrivé la dernière fois, ça devait être quoi, en juillet 2020. Où avec malheureusement un pote, on s'est craché à Montchamp, lui s'est pété la clavicule, moi ce coup-ci j'avais juste de la chair et tout, et donc rien, et le lendemain j'étais de retour à Montchamp, enfin et voilà quoi. Donc, ah ouais, quand même. c'est comme ça, il faut quoi, ouais, donc c'est sûr, je suis pas du tout un exemple à ce niveau-là, je respecte jamais les temps de repos, les temps il faut pas reprendre avant temps, etc. Non, je suis vraiment un mauvais exemple à pas suivre, mais parce que je suis pas le seul, hein. Je connais des mecs aussi, pareil, qui se crachent et qui sont de retour très très rapidement sur la selle, et qui, voilà. Après, je sais que pour le coup, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je me suis vautré, parce que j'ai déclipsé, et je me rappelle clairement où c'était, et c'est vrai que j'ai une petite appréhension à cet endroit-là, dire, j'espère que là, je vais pas déclipser à nouveau, mais c'est tout. Mais ça me fait pas ralentir ou ça me fait pas rouler moins vite, quoi. Bon, mais on te souhaite que tu retomberas pas à nouveau. Mais et du coup, ça nous fait penser, ouais. On avait parlé avec Joji juste avant. Quelles sont les règles en peloton ? Même nous qui pratiquons du vélo à travers le triathlon, il y a certains trucs qu'on a appris au fur et à mesure à rouler à Vincennes sur l'anneau, mais il y a des codes pour justement assurer la sécurité du peloton. J'imagine que tu les connais très bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous les partager pour nous par exemple, juste en complément, une question bête, mais quand tu t'annonces, quand tu doubles quelqu'un, tu passes à sa gauche, tu dis gauche ou tu dis droite ? Alors, bonne question. Non mais c'est con, parce que ça change beaucoup de choses. On peut siffler très fort. Moi je sais qu'aussi je suis connu pour avoir une super sonnette qui fait un bruit super fort, et donc ceux qui autour d'un Longchamp savent que la sonnette c'est le signe du fast-pack, mais encore faut-il être un habitué de Longchamp pour le savoir. Et effectivement, sinon moi ce que j'aime bien dire c'est attention, hurler attention, et donc ça prévient qu'on arrive. Et en général on va plutôt dire droite, c'est-à-dire en gros mettez-vous à droite. Effectivement, ça c'est vrai que c'est bon, ça c'est le problème de l'anneau de Montchamp et des choses comme ça où il y a des niveaux très très différents, et il y a des passages très étroits, et effectivement, et très souvent en fait moi je trouve que pour la sécurité de tous il faut annoncer l'arrivée du fast-pack, parce qu'on arrive à 40, 45, voire des fois même 50 ou 55 sur le faux plat, enfin non, sur le plat à 55 je veux dire, et c'est très très rapide, et c'est vrai que des mecs s'ils savent pas, ils se rendent pas compte de ce qui arrive. Donc le fait de gueuler, moi c'est une de mes spécialités aussi, c'est en rapport avec ma passion pour le métal, donc de gueuler, et en fait c'est finalement par égard pour les autres,
pour leur dire on arrive, faites attention, tu vois, parce que si tu fais pas gaffe et que t'es dans la lune et que t'es en train de penser à tes impôts on va vous rouler dessus, ou à la peinture que tu dois faire chez toi et que t'as 40 mecs qui arrivent à 45 à l'heure, si tu fais pas gaffe, ça peut être très dangereux. Donc moi j'estime que c'est un peu le devoir du Fastpack d'annoncer son arrivée quand il y a un groupe, quand il y a un mec qui est un peu au milieu de la chaussée, etc., etc. Ça peut paraître agressif ou quoi aux caisses, mais faut mieux ça que rien dire et que le mec au dernier moment, sans regarder, sans prévenir, il se décale sur la gauche et que là, t'imagines la catastrophe. C'est clair. Et donc, en général, c'est vrai que l'usage, c'est de dire droite et de dire serré à droite. Alors, il y en a qui rouspètent, il y en a qui sont pas contents, mais c'est-à-dire que quand il y a le fameux goulet à Longchamp, c'est un rétrécissement tellement abusé, il y a à peine une voiture qui passe. Quoi. Le goulet hyper dangereux. Et on espère qu'ils vont l'élargir à un moment. Et donc c'est vrai que tu te dis par exemple la règle c'est bien sûr Longchamp c'est à tout le monde, etc., etc. Mais c'est vrai que dans le goulet, si t'es avec ton pote, tu te mets derrière lui. Tu vois, tu te mets pas. Il y a plein d'autres endroits autour de l'anneau où t'as la place de rouler côte à côte. Mais déjà, par exemple, pour Longchamp, dans le goulet, tu te mets l'un derrière l'autre, quoi. Juste, ça dure 20 mètres, tu vois, et c'est hyper important. Et ça peut, mais ça peut sauver des vies. Mais c'est un peu ça, quoi. Et pareil, imagine l'hippodrome de Vincennes. Non, c'est pas l'hippodrome de Vincennes, c'est n'importe quoi. Le polygone de Vincennes, dans le virage en haut, le virage serré, c'est pareil. T'imagines, c'est suffisamment serré pour se dire, bon, on va peut-être pas prendre toute la largeur du virage. Donc voilà, faut en général serrer sa droite, mais en fait finalement instinctivement c'est les mêmes choses que sur le code de la route, quoi. C'est-à-dire que tu serres ta droite, et le problème c'est souvent les mecs qui se comportent mal, c'est-à-dire que ils roulent en plein milieu, ou ce que je disais tout à l'heure, et le fameux ils se croient seuls au monde et ils se rendent pas compte en fait de l'affluence qu'il peut y avoir et de la vitesse à laquelle certains peuvent arriver, et tu te dis la route est suffisamment large, si les gens sont raisonnables et ils essaient de se mettre relativement sur la droite, il y a de la place pour tout le monde. Le problème, c'est des fois, tu as des pelotons qui prennent en largeur un truc de dingue. Et nous, on arrive avec le Fastpack et étonnamment, je sais pas si c'est étonnant, mais nous, on est souvent justement à la queue leu-leu, en file indienne, justement, on prend rarement beaucoup de largeur. Et donc, on est obligé des fois d'aller extrêmement sur la gauche, de se déporter vachement sur la gauche, là où la route, elle est plus dégueulasse, là où des fois, tu as des piétons. Donc, voilà, c'est pour Longchamp, en tout cas, il faut vraiment essayer de se dire, je suis pas tout seul. Et même quand on croit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il peut toujours y avoir un pack de 5-6 mecs qui arrivent à fond. Donc, il faut toujours essayer de garder sa droite. Et comme tu disais tout à l'heure, à juste titre, si tu veux te décaler, tu jettes un coup d'œil d'abord. Parce qu'ici, il y a aussi hyper souvent des mecs, en fait, ils disent j'ai fini, je mets le bras, genre je vais à gauche et je vais à gauche. Mais sauf qu'ils ne regardent pas. Tu vois, donc. Il faut faire les deux, quoi. Il faut faire le signe et regarder. Puis il y a des gestes aussi, importants au sein du peloton. Parce qu'en fait, on est roue dans la roue. Ça, c'est important de le dire, je pense, pour nos auditeurs, c'est qu'il y a ce signe de la main quand il y a quelqu'un, par exemple, qui est sur la droite. Ouais. De faire un petit signe de la main derrière pour dire passer sur la gauche. Il y a un obstacle, soit il y a quelque chose sur la route, il y a un trou, un nid de poule ou quoi que ce soit, ou alors il y a quelqu'un qui est un peu plus lent et du coup on l'évite, on lui passe par la gauche, et puis quand ça va vite, on l'a vu avec la chute d'Alaphilippe, hein. Au Tour de France, je sais pas si tu l'as vu cette chute. Non, je pas encore. J'ai entendu parler, mais je pas au Tour de France, pardon. Je sais plus la course exacte, mais qui se prend. Provence, non, c'est pas truc de Provence ou je sais pas. Non, c'était avant, c'était Liège-Bastogne-Liège. Non, c'était pas ça. Je saurais pas vous aider là. Ouais, je me rappelle plus la course. Bref, ils sont 3 en file indienne et puis il est le 3e et il décale trop tard devant. Il n'y a pas les bons signes et il prend une moto, il prend le bagage arrière d'une moto de la course, sur l'épaule, et il fait une chute à je sais pas combien. Ça fait mal. C'est évident que c'est effectivement, ça fait partie des règles. Il faut encore l'étiquette du peloton, c'est qu'effectivement les mecs devant doivent annoncer ce qu'il y a. Parce que souvent quand t'es en peloton, t'es un peu la tête dans le guidon, et vu l'intérêt étant de drafter, contrairement au triathlon justement, c'est-à-dire d'être le plus près possible du mec devant, mais pas trop quand même, mais pour bénéficier de l'appel d'air, le drafting. Donc effectivement, des fois, tu vois pas ce qui se passe devant. Donc normalement, effectivement, quand les mecs devant doivent prévenir, attention, il y a quelqu'un à droite, mais on n'a pas beaucoup de la place pour passer à gauche. Soit tu t'éloignes et t'as la place et c'est bon, mais si t'as pas la place, tu dois indiquer attention avec un geste effectivement de la main droite pour dire décalez-vous sur la droite. Et de la même manière, si à gauche t'as un bus qui fait n'importe quoi, ou si t'as un truc, machin, ou un mec qui est trop lent et qui est en plein milieu de la route, qui a pas compris qu'il fallait qu'il se mette à droite justement, tu dois
moi je fais un geste, tu fais un geste pour dire attention à gauche, ou alors pareil, un autre geste, c'est ralentissement important. Par exemple, le fameux goulet à Longchamp, quand à un moment il est blindé et que tu arrives à 45, bah, à un moment c'est fini, tu es obligé de ralentir, et puis c'est tout. Dans ce cas-là, comme tu as un ralentissement qui est vraiment important et conséquent et à peu près imprévisible, bah, tu lèves la main haut pour prévenir les mecs de derrière, tu vois, de 2, 3, 4, 5, 6 mecs derrière toi, que ça ralentit. Effectivement, il y a tout plein de codes comme ça, où il faut prévenir, c'est l'étiquette, quoi. Rouler en peloton, effectivement, il y a quand même des espèces de règles implicites de respect, et les mecs devant, ils doivent indiquer les dangers, entre guillemets, les dangers qu'il peut y avoir, effectivement. Parce que souvent, tu es la tête dans le guidon et tu vois pas ce qui se passe. Pareil pour l'état de la route aussi. Si t'as parce que malheureusement, si t'as des nids de poules ou des conneries, des petits trous, des petites merdes, si tu fais pas gaffe et que tu te manges même un petit trou à 45, c'est hyper dangereux. Donc pareil, normalement, tu dois t'écarter et le signifier avec un geste de la main qui montre en fait qu'en bas, il y a un truc, tu vois. Et le mec derrière toi, il sait, ah, ok, tac, il se décale. Des fois, ça se joue à 10 cm. Mais si le mec, il se décale au dernier moment sans l'indiquer, toi, tu le vois pas et bam, tu peux rentrer en plein dans le truc. Donc, normalement, ça aussi, tu dois l'indiquer, l'état de la route, les mecs à droite que tu doubles, ou les gugus à gauche qui font n'importe quoi. Donc, il y a plusieurs choses comme ça, effectivement, à indiquer. C'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça qu'on conseille de pas rouler en peloton très, très fort dès le début si on n'a pas les codes. C'est pour ça que à Paris, il y a un triathlon en l'occurrence où il y a droit au drafting, donc c'est le fait de rouler dans la roue de la personne de devant pour profiter de l'aspiration, c'est-à-dire permettre de dépenser moins d'énergie pour aller aussi vite. À Paris, sur ce triathlon-là, il déconseille à ceux qui ne savent pas rouler en peloton de rouler en peloton parce qu'il peut arriver des accidents assez... Déjà, ce qui est intéressant à Longchamp, c'est que tu as tous les niveaux. Donc, effectivement, tu peux arriver et te prendre un petit peloton de pépère, de papis. Parce que tu as pas mal de papis, tu as tous les âges. À Longchamp, c'est ça qui est génial. Tu as des mecs, des sexagénaires, des septuagénaires, voire des octogénaires qui roulent. Et ça, c'est vraiment génial de voir ça. Mais en tout cas, tu as aussi pas mal de mecs de triathlètes ou de mecs qui font du contre-la-montre avec des vélos de contre-la-montre. Et tu as des mecs qui, des fois, se mettent dans le fast-pack en position contre-la-montre dans les prolongateurs. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est no way. Parce que, autant moi, même si je suis en brackless, à tout moment, je peux freiner avec mes jambes, en fait, ralentir. Si tu es sur les prolongateurs, tu n'as rien. Donc, en fait, pareil, il y a des règles implicites comme ça, que si tu as un vélo de contre-la-montre, si tu es en drafting, si tu es dans le peloton, bah, tu te mets pas sur les prolongateurs, quoi. Ça, c'est pareil. Et de la même manière, je conseillerais, comme tu dis, la course, le tri de Paris, si le drafting est autorisé, à partir du moment où tu draftes un mec, tu te mets pas en prolongateur. Tu te mets derrière lui, mais tu as les mains prêt à freiner parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est clair. Faire du drafting sur les prolos, c'est pas possible, quoi. c'est trop. C'est abusé. Et justement, pour continuer tu parlais de Longchamp et du fait qu'il y a pas mal de cyclistes qui se côtoient, c'est un peu tous les types de cyclistes. C'est quoi l'esprit de la culture Longchamp? C'est triathlète, coursier, cycliste amateur, c'est tout type de cycliste? C'est ça qui est assez dingue en fait, c'est que j'ai justement tout type de cyclistes, et y compris ce qu'on appelle les week-end warriors, les mecs qui roulent que le week-end à Longchamp et qui font leur sortie, etc. T'as des mecs de club qui sont des machines, qui viennent là pour entre des courses pour s'entraîner, faire du spécifique, faire des intervalles. T'as pas mal de mecs aussi justement en triathlète, ou des mecs qui font du contre-la-montre en solo, qui font justement en no drafting et qui font leur séance à intervalles machin, zone de puissance, etc., etc. Et puis t'as juste des mecs qui viennent tourner. T'as effectivement des mecs qui sont des coursiers après une journée de taf, qui viennent faire quelques tours à Longchamp. T'as même des vélos taffeurs qui des fois ils passent à côté, donc ils font un ou deux tours comme ça pour se rajouter des bornes. T'as des familles aussi des fois le week-end avec les gamins, donc là on fait super attention dès qu'on voit des gamins. Alors là forcément on ralentit, on fait les gestes à mort, on dit attention machin, justement comme on disait tout à l'heure, pour prévenir que là on fait super attention, on n'est pas des sauvages, hein. Et mais effectivement t'as tous les niveaux, comme je disais, t'as des octogénaires et t'en as qui roulent donc ce qui est génial, c'est que tu peux par exemple te dire bon, je viens à Longchamp, quel est mon objectif, est-ce que j'ai envie de rouler fort, pas fort, endurance, etc., etc. Donc tu peux dire bon bah aujourd'hui je roule pépère, donc hop, soit tu peux rouler solo, faire ce que tu veux, faire des exos, faire des intervalles, ou alors te dire bon moi je vais faire un peu d'endurance, rouler avec un peloton pépère, et tu vas trouver parce que tu as vraiment tous les rythmes, tous les niveaux, et tu vas trouver tout type, t'as pas mal d'habitués de Longchamp qui sont des vieux de la vieille, qui roulent à Longchamp depuis des années et des années, et qui se connaissent, et ils sont à leur rythme, et ils s'en foutent des coms, ils s'en foutent des segments, ils s'en foutent de tout ça, ils viennent pour rouler entre potes depuis des années, et donc tu peux rouler avec ces gars-là, tout est ouvert à tout le monde en fait. Il y a pas d'interdiction, il y a pas dans le fast pack, n'importe qui peut rouler dans le fast pack s'il pense qu'il a le niveau et s'il pense qu'il peut tenir et s'il sait respecter les règles.
Mais chaque fois, on a des mecs qui tentent le fast-pack et puis ils tiennent un demi-tour ou ils tiennent un tour ou ils tiennent 2 tours et puis après ils explosent. Ouais. Mais voilà, t'as tous les niveaux et c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de peloton interdit ou il n'y a pas de truc où il faudra un code secret pour intégrer le peloton ou pas du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est le côté que tout cycliste, si tenté, qui respecte quand même les règles de la route et un peu les règles du peloton, il y a quand même des règles à respecter, mais qui s'apprennent en 1 heure. Enfin, je veux dire, tu roules 1 heure, tu vois comment les mecs ils font devant toi, ils font les gestes, ils font des trucs. Quand t'es crevé, tu t'écartes, tu fais un signe pour que le mec derrière toi il prenne un relais. Enfin, bon, il y a des tas de trucs comme ça et c'est tout. Après, moi, je sais quand je vois des mecs qui ont pas l'air de connaître les règles ou quoi, je leur dis. Je leur dis tout simplement, ça m'est arrivé de dire à des mecs, justement des triathlètes sur les prolos, dire mec, tu peux pas te mettre sur les prolos en fast-pack, des mecs roulent sans casque, mecs qui roulent sans casque dans le fast-pack, je leur dis non mais tu peux pas rouler sans casque dans le fast-pack, laisse tomber. Enfin voilà, comme je connais très très bien les lieux et les règles et tout ça, je me permets des fois de prendre des gars, voilà, de leur expliquer, dire ouais vas-y si t'es crevé. Si t'es crevé, fais un geste et on prend le relais, tu fais un geste comme ça et puis on prend le relais avec le coude. Enfin voilà, parce que souvent effectivement il y a des mecs en fait ils veulent tenter le fast-pack et à un moment ils poussent, à un moment ils sont au bout du rouleau et d'un coup donc ils explosent comme on dit et d'un coup ils arrêtent leur effort sans prévenir et du coup toi t'es derrière et hop il arrête son effort sans prévenir et du coup il y a un gap qui se crée et après t'as un trou un méga trou à boucher alors qu'en fait il aurait dû arrêter avant et prévenir, faire un petit geste pour dire vas-y j'en peux plus passer et s'il prévient en temps et en heure et tout, enfin tu vois il y a plein de petites règles comme ça mais effectivement non seulement t'as tous les niveaux quoi, t'as vraiment tous les niveaux, tout type de vélo aussi, t'as des mecs qui viennent en VTT, des fois t'as des espèces de vélos complètement improbables, t'as des mecs qui font les vélos couchés là, enfin il y a aussi des mecs comme ça, ça on en a vu, il y a des tandems aussi, alors t'as tout parce que t'as des tandems, il y a un couple que je connais qui ont un tandem en titane, un truc de dingue. Il y a des mecs qui font des courses en tandem, donc qui roulent à donf en tandem, genre c'est pas le tandem pour se balader en bord de Seine, mais c'est une machine de guerre le truc, les mecs qui s'envoient des watts, enfin bon. Donc ouais non, il y a vraiment tout type et c'est ça qui est génial quoi. Et t'as une sortie justement à Longchamp ou ailleurs d'ailleurs, dont t'es le plus fier là-bas ? Ça, j'ai envie de dire c'est facile, c'est celle de juin de l'année dernière, juin 2020, où en gros je me suis fait un challenge de faire 200 bornes à Longchamp, mais 200 bornes sans pause et le plus vite possible. Oui. Donc ça fait qu'au final j'ai réussi. Donc il y avait plusieurs trucs au challenge en fait. C'était déjà je l'ai fait en pignon fixe sans frein. Et donc j'ai fait 200 km sans pause pipi, sans rien, avec juste une grosse gourde et du gel dans les poches pour pouvoir tenir parce que c'était à peu près 5 heures et quelques. Et donc le challenge et ce dont je suis vraiment très fier, et même des fois je me dis mais comment j'ai réussi à faire un truc pareil, c'est en fait faire 200 bornes à 42 moyenne. Sans pause, sans s'arrêter. Ouais, je faisais le calcul justement là, mais en effet, ça va vite là. En 5 heures de 100 bornes, ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Mais bon, une fois encore, pareil, bien sûr, je l'ai pas fait tout seul et je serais incapable de faire ça tout seul. Mais c'était arriver au bon moment, bénéficier de la puissance du fast-pack. Et bon, après, il y avait le côté un peu chameau de pas faire de pause pour boire, parce que c'était en juin, donc il faisait quand même un peu chaud. Et pas de pause pour pisser ni rien, parce que l'objectif, c'était d'essayer de choper un bon classement sur les segments de 140, 150 km. Et pour avoir un bon classement, être dans le top 10 sur ces segments-là, il faut pas faire de pause. Si tu fais une pause, en fait, sur un segment, le chrono, il continue à tourner. C'est-à-dire que ton compteur, il s'arrête, mais sauf que le segment Strava et GPS, lui, il s'arrête pas. Donc, en fait, pour faire tous les segments de 30, 40, 50, 60, 80, 100 km, etc., tu peux pas faire de pause parce que sinon, le chrono s'arrête pas. Donc, si tu t'arrêtes, ta moyenne, en fait, elle chute. Même si sur le compteur, ça fait auto-pause, donc on va dire la moyenne, elle bouge pas. Et en fait, sur le segment de Strava, si, le chrono, il continue de tourner. Donc, en fait, voilà, quand j'ai fait les 200, je m'étais dit, allez, 200 sans pause, sans rien, en mode warrior. Et bonne condition, et j'étais en forme, donc j'ai réussi à le faire. Et ouais, c'est clair que je suis pas sûr d'arriver à refaire un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est des trucs, c'était super, quoi. Bravo. Ouais, bravo, c'est vrai, bravo, franchement, solide, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, tu dis 200 km, c'est plus de 5 heures et tu pédales non-stop, quoi. C'est-à-dire que tu t'arrêtes jamais, il n'y a pas de roue libre, donc tu pédales non-stop. Ouais, donc, non-stop, en plus, un pignon fixe, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as une anecdote à partager sur toutes les heures que tu as passées à tourner plein de balles, que ce soit à Vincennes ou à Longchamp? C'est tellement bizarre parce que je l'ai tellement fait et tellement de fois et c'est un peu tout le temps pareil et pourtant je m'en lasse jamais. Et moi-même, ça m'étonne de jamais m'en lasser. Moi-même, encore tout à l'heure, quand j'y suis allé ce matin, dimanche là,
j'étais excité d'y aller. Enfin, j'étais excité quand j'étais arrivé, quand j'ai attendu le fast pack. Je me suis dit, mais je suis taré, j'ai un problème psychiatrique, je sais pas. Mais je m'en lasse pas, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'étonne moi-même, et c'est comme ça. Donc il y a tellement d'histoires en même temps que j'aurais du mal à en choisir une. Et le truc que j'avais envie de dire, c'est en fait tous les moments super cool où, par exemple, quand tu viens de prendre un relais et que t'es naze et que t'es crevé, donc tu laisses passer les mecs, tu te mets un peu sur droite, tu fais le geste, le mec il passe, bam, bam. Dans le fast-pack, les relais ils sont vénères, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils prennent le relais et c'est sans pitié, donc si tu raccroches pas, t'es mort. Et donc c'est toutes les fois où justement tu laisses passer les mecs parce que tu sais que derrière il y a du monde, donc tu sais que tu peux te permettre de laisser passer 10, 15, 20 mecs avant de rejoindre le truc. Et c'est justement quand t'as des mecs qui viennent et qui te poussent pour t'aider à rentrer dans le truc et tout, et ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et ça, voilà, ça fait partie des petits trucs super, quoi. Tu te dis, des fois, t'en as même pas besoin parce que juste tu gères bien le truc et tu sais, non, mais je laisse passer, t'inquiète, après je vais me remettre. Voilà, mais c'est juste génial de dire, voilà, il y a des mecs qui poussent pour t'aider, pour te remettre dans le pack et tout, en haut de la bosse ou pas aux caisses, donc voilà. Après, une forme de solidarité, quoi. Voilà, parce que bizarrement, effectivement, on se rappelle tous les rides absolument géniaux où ils faisaient un stand super, où ça roulait super fort. J'en ai tellement fait que forcément, il y a un côté, c'est le moment présent pur, donc après, t'as du mal à t'en rappeler. Heureusement que je travaille là, des fois, pour te rappeler des trucs. Mais c'est vrai que t'as un peu tendance à te rappeler des pires rides, justement. Et là, dernièrement, cette semaine, j'ai fait un des pires rides de ma life. Sous la flotte. Voilà, ouais, c'était un truc de fou furieux. Jeudi, pendant 2h20, sous la pluie continue. J'étais trempé de chez trempé, mais jusqu'aux os. Enfin bon, mais c'était en mode warrior, mais j'étais pas le seul. Hein. C'est ça qui est génial aussi à Longchamp, c'est que t'es jamais tout seul. Il y aura toujours 2, 3 autres barjots comme toi, même quelles que soient les conditions, pour y tourner. Ça m'est déjà arrivé, je crois, un hiver, il y a 2 ans, il y a eu du gel. Et en fait, t'avais vraiment... à un moment, tu passais, je rigole pas, sur 10 cm. T'avais vraiment 10 cm et c'était verglas à gauche, verglas à droite. Et même moi, j'ai fait OK, j'ai fait 2 tours, j'ai fait OK, merci, c'est bon. Hop, je rentre, on passe par les quais, on va rouler sur les quais là où c'est dégelé, mais il y avait quand même un mec, lui, qui continuait, quoi, tu vois. Donc, un mec encore plus barjot que moi. Donc, c'est vraiment. Et là, je dis, c'était pareil, conditions atroces avec du vent. En plus, il y avait beaucoup de vent et la flotte, on continue. Mais on était quand même plus d'une dizaine de mecs à tourner autour, quoi. Donc. Génial. Solide. Est-ce que tu aurais, justement, pour revenir peut-être sur la partie un petit peu conseil, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs sur justement comment tu prépares peut-être tes sorties, comment tu t'échauffes, est-ce que tu t'échauffes déjà, ou l'air de dire non. Tu vas directement dans le rouge tout de suite ou Alors moi, une fois encore, je pense à plusieurs niveaux, je suis relativement atypique. Déjà et notamment là-dedans, c'est-à-dire que j'ai 7 km pour aller à Longchamp, donc 7 km de Paris, moitié Paris et moitié de Bois de Boulogne, donc ça va vite, parce que c'est une ligne droite, il y a des feux, c'est chiant, mais bon, bref, tu commences un petit peu à rouler. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai dit, moi mon intérêt, c'est 100% de fast-pack, c'est rouler du fast-pack à 100%, donc je sais qu'il y a des mecs qui font des tours de chauffe, ils viennent à Longchamp, ils tournent 2-3 tours, ils attendent le fast-pack en roulant. Et je connais même des mecs, en fait, ils attendent le fast-pack, et au moment où le fast-pack arrive et qu'ils rentrent dedans, tac, c'est là qu'ils lancent leur enregistrement Strava, pour justement, tu vois, avoir une moyenne de beaux gosses. Bon, chacun son truc, c'est marrant, mais non, effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est arriver, et donc le fast-pack arrive, et tac, le prend tout de suite. Et donc, tu passes de 0 à 100, et tu dois envoyer 600-700 watts pour rentrer dans le bordel, et etc. Et c'est ça qui me plaît. Pourquoi ? Aussi parce que ça ressemble un peu à ce que je fais en course de crit où pareil t'es à l'arrêt et puis bam c'est tout de suite tu démarres, un peu comme les courses Zwift en fait. Moi j'en ai jamais fait mais j'ai appris que les courses Zwift en fait les mecs dès le début c'est à fond les ballons direct et là c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire que moi il y en a qui tournent et qui attendent le fast-pack. Non, moi c'est j'attends le fast-pack à l'arrêt et donc 0 à 100 fast-pack direct. Et donc j'ai pas tellement d'échauffement en soi, mais bon, le fait d'aller à Longchamp, t'es un petit peu échauffé quand même, t'as fait 7 km. Bon, t'as un petit peu fait 2-3 poussées, hein, t'étais pas à froid non plus, mais c'est quand même vraiment pas le même délire que le fast-pack, on va pas se mentir. Simplement, moi je sais que j'aime bien le matin de prendre un ou 2 cafés avant, et même le soir, des fois ça m'arrive par exemple à 17h30 de prendre un espresso, et pour avoir le petit coup de gouache avant le fast-pack. Je sais que de toute façon je vais tellement me dépenser que la caféine elle va être cramée et que je vais dormir, je vais m'effondrer le soir, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sûr. Et même en été, ce que j'adore faire, désolé je vais essayer de pas faire de pub, mais j'aime bien une boisson énergisante très sucrée à base de taurine et de caféine. D'accord. Et j'aime bien en prendre une petite canette pas. juste avant parce que pour plusieurs choses. Déjà, ça t'hydrate, t'es déjà un peu hydraté, ça t'apporte déjà un bon petit apport de glucides, et puis t'as le petit côté, le petit shot de caféine qui donne un petit coup de peps. Et ça fait partie de mes petits rituels, quand je sais que ça va être une boucherie et que ça va rouler à mort.
et que t'as intérêt à être chaud patate parce que sinon tu vas te faire éclater la gueule. Du coup, Donc ouais, effectivement, ouais, c'est ça, soit un café ou soit une boisson énergisante à vente, pardon, ça fait partie des trucs qui moi me servent en tout cas. Du coup, tu prends ça en plus de la créatine? Mais tu manges un peu quand même avant ou même tu... Le matin, Ah ouais. en général, si c'est le matin comme samedi et dimanche par exemple, ouais, je prends un petit déj. C'est en général des granolas parce que moi je suis vegan, enfin végétalien, et donc soit des granolas chocolat, un bon bol bien riche, ou alors le dimanche les fameux, ceux qui me suivent sur Strava le savent, c'est rituel indéfectible. Je vais chercher, il y a une boulangerie dans Paris qui fait des croissants et enfin toutes des viennoiseries végétales, donc vegan, et donc j'y vais tous les dimanches matins et je reviens, ça fait 10 km. Et donc c'est sûr, c'est pas très healthy, c'est pas super raisonnable, mais bon, c'est que t'as quand même un bon apport en glucides et quand même un peu de matière grasse un petit peu aussi, donc c'est bien quoi. Mais c'est vrai qu'en général, si je sais que ça va rouler très fort et que je vise 80-90 km à plus de 40 de moyenne, je me prends un gel par exemple. Je sais qu'il niveau 2/3 de la sortie, kilomètre 60, en plus du bidon bien sûr, donc un bidon classique avec des électrolytes et tout ça, ça c'est indispensable quand même, c'est clair. Parce que sinon ton stock de glucides il va baisser et tu vas être en PLS quoi, enfin en hypoglycémie. Moi par exemple ça m'est quasiment jamais arrivé d'être en hypoglycémie parce que j'arrive toujours à bien gérer le bidon et le gel au cas où, et vu qu'en plus c'est un effort qui est relativement identique et similaire, donc avec l'expérience c'est vrai que ça m'est jamais arrivé quoi. Et je sais aussi qu'après coup pour la récup il faut prendre très rapidement à la fin après ton ride des glucides très rapidement, de faire le restocker en glucides pour justement cette fameuse fenêtre métabolique. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, mais nous, tu vois, on est sortis ce matin pour la première fois depuis longtemps en dehors. Ça fait du bien. On a fait 107 bornes, mais je peux te dire qu'on a bouffé pas mal. Hein. Comme des cochons, toute la sortie vélo, des barres, des gels, mais bon, faut bien tenir le coup quoi. Mais tu t'as évoqué Zwift et les courses sur Zwift. On voulait te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu en fais un peu quand même? Alors, de virtuel? En fait, c'est le home trainer. J'ai commencé suite à justement ma fracture du fémur. J'ai dit bon, je peux pas remonter sur le vélo dehors tout de suite, mais j'ai quand même envie de repédaler. Donc, du coup, je me suis chopé un home trainer basique. Et donc après, il m'a aussi servi à peu près un an après quand je me suis pété la clavicule, pareil. Et donc avec le capteur de vitesse. Et c'était juste home trainer basique avec le compteur et je me fixais une durée ou je me fixais un nombre de kilomètres ou des changements de cadence ou des choses comme ça. C'était avant que j'avais le capteur de puissance. Et puis après, j'ai chopé des pédales capteurs de puissance et du coup, quand il y a eu le confinement, donc en mars de l'année dernière, j'ai fait bon, j'ai un home trainer, j'ai des pédales capteurs de puissance, donc on va essayer Zwift. Et donc j'ai essayé Zwift et ça m'a bien servi et j'ai vraiment trouvé ça vraiment super chouette, notamment pour des entraînements, etc., où du coup, parce que tu as des pédales capteurs de puissance, tu peux te faire des exos, etc. Mais comme en fait, moi, c'est un home trainer vraiment basique, tu vois, avec résistance manuelle, tu vois, le truc à la main à la con, et qu'en fait, il n'est pas smart du tout, et que simplement, Zwift, en fait, il prend la puissance des pédales, mais toi, tu n'as aucun retour. C'est-à-dire que quand il y a un col, tu sens pas de différence du tout. Simplement, imaginons, tu roules je sais pas moi, admettons, tu es à 200 watts sur du plat, tu es à 39-40, il y a le col, il arrive, un col à 17, tu finis à 4 km/h. Ouais, c'est ça, ça va te baisser. T'ajustes pas ta puissance, la vitesse est ralentie grave, comme si face à un col, tu pédalais à la même vitesse. Donc même si tu ne le ressens pas, en fait, si tu suis le truc, tu peux en fait augmenter ta puissance pour justement pas monter comme un papy à 5 km/h. C'est particulier parce que voilà, moi je le ressens pas. Et c'est pour ça que des fois j'ai fait des courses avec des potes, des meet-up que j'organisais à un moment où on était plusieurs, même sur un circuit, dès que tu avais un petit peu de montée, forcément eux, comme ils ressentent tout de suite la résistance que leur renvoie Zwift, et ils vont plus rapidement ajuster leur effort. Tandis que moi, si je fais pas gaffe au pourcentage, du coup, si j'appuie pas plus fort, tout simplement, je me faisais en fait distancer parce que merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils accélèrent? Alors en fait, c'est juste que c'est moi qui ralentissais parce que j'avais pas assez augmenté la puissance. Mais donc, Zwift, c'est vraiment super bien et je comprends carrément qu'il y en ait qui soient accros, et je connais des mecs qui ont fait des tas d'exos et des tas de courses et qui ont vraiment progressé grâce à ça. Donc, c'est un super outil pour se motiver, etc. Et alors même que moi, je fais ça dans des conditions vraiment pourries déjà parce que comme c'est un home trainer qui est pas smart, et surtout, je fais vraiment ça littéralement à la cave, dans les caves de mon immeuble, donc c'est assez hardcore. C'est assez austère, assez glauque quoi. faut vraiment le vouloir.
Mais bon, Ouais, bah, parce qu'il y a l'expression pain cave, c'est une expression en anglais, pain cave, pour dire ouais, je vais dans ma pain cave pour faire mon home trainer. Pain En cave. général, les mecs, ils ont ventilo, garage, lumière, truc sur un grand écran et tout. C'est pas le même délire que moi. C'est vraiment littéralement pain cave. Je suis vraiment dans les caves et c'est vraiment voilà. Tu vas souffrir, quoi. Et justement, pour rester sur les watts, tu parlais de watts et de capteurs de puissance à l'instant. Tu connais ta FTP ou plus ou moins, ou t'envoies combien de watts justement Bah, pas des masses, hein. Moi je suis pas très puissant, je suis pas très fort, hein. Ma FTP j'attends de voir. en watts par kilo, ça doit être 4,3, 4,4 Oh oui. au mieux, donc c'est pas ouf. Je connais des tas de mecs qui m'éclatent, qui sont largement meilleurs que moi. Je suis pas très lourd non plus, donc le chiffre brut en Ouais. lui-même, il est vraiment pas ouf. Donc ouais, non, c'est pas, j'ai pas tellement de puissance, moi. J'ai pas tellement de qualité en tant que cycliste, autre que Mais pourtant, on a vu tes cuissots, l'acharnement. on a vu tes cuissots, ça va quand même. Hein. Ouais, non, mais on va dire que c'est la génétique, ça. Visuellement, ça a l'air chambé, mais non, dans le niveau des watts, il y a des mecs avec les petites cuisses qui m'éclatent, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est l'acharnement, ma qualité numéro 1, je pense, mais voilà. C'est les watts et la puissance, c'est moyen sans plus, on va dire. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils, tu t'y connais bien en matos, on avait vite fait parler justement de roues par exemple, et de pneus plus particulièrement. Hein. Est-ce que tu aurais des petits conseils peut-être justement à nos auditeurs qui sont plutôt orientés triathlon, mais justement les pneus de toute façon il en faut dans tous les types de vélos. Est-ce que tu aurais des conseils un peu génériques sur le matos justement à donner comme ça? C'est compliqué parce que moi c'est vraiment à la base c'était vraiment moi mon choix avant tout, comme je viens du pignon fixe, où en fait si tu veux tes vélos tu les customises, tu choisis chaque partie du vélo avant tout dans un souci esthétique et puis après dans un souci de performance. Et donc c'est vrai que même sur mes vélos, le vélo que ce soit le Colnago C50 en fait qu'on m'avait filé, mais j'ai quasiment tout changé en fait pour customiser parce que je voulais que si ça chaque pièce machin. Donc j'ai gardé cet esprit là d'ajouter ta touche perso le plus possible. Pareil sur mon cyclocross, en fait, j'ai changé les pneus, la potence, le guidon, le plateau, la selle, enfin bon, la tige de selle. Enfin, en gros, j'ai quasiment tout changé. Et donc, je ne saurais pas trop quoi dire parce que malheureusement, il y a des choses inévitables. C'est-à-dire que un capteur de puissance, c'est vraiment important. Et je suis pas le seul à penser qu'en fait, rétrospectivement, on se rend compte qu'il fallait peut-être mieux foutre 500 balles dans un capteur de puissance plutôt que foutre 1000 balles dans une paire de roues carbone. Avant, si tu veux, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Des ordres de priorité, quoi. Voilà, il y a ça. J'estime que le pédalier, c'est vraiment une priorité, avoir un vrai bon pédalier. Mais souvent, les mecs, ils achètent, ils ont déjà un pédalier, Ultegra ou SRAM Force, un truc qui est déjà très, très, très bien. Voilà, mais je sais que pour le pignon fixe, souvent, tu commences, t'as un pédalier pas terrible et petit à petit, c'est un des investissements les plus importants. Pareil pour la selle, c'est un investissement important aussi. Et donc voilà, je dirais que le capteur de puissance, ça donne vraiment du sens à ton entraînement, à ta manière de rouler. Les prix ont quand même vachement baissé. Bon, t'as encore les pédales, capteurs de pédales SRM, Glook à 1200 balles et les capteurs de puissance SRM à 1500 balles. Mais bon, maintenant, t'as les Favero Asioma, t'as les trucs de manivelle Stages, t'as 4 II, je sais pas comment on dit, 4 III, enfin une autre marque aussi qui fait des capteurs de puissance sur les manivelles pour Shimano, etc. Bref, des trucs vraiment abordables qui sont, je pense, là où il faut, quand tu veux commencer à rouler bien, sérieusement, et pour du triathlon, c'est primordial. Tout ce qui est triathlon contre la montre, tu bosses sur ta puissance, ta gestion de l'effort, gestion de la puissance, c'est tellement important. Enfin, je veux dire. Et voilà. du coup, sur les pneus, tu nous conseillais, t'avais pas mal benchmarké, enfin, t'avais fait une étude comparative, t'avais vachement regardé, et au final, la différence entre des 23 mm d'épaisseur, 25 Alors, 28... déjà, donc 23, c'est fini, il faut jeter ces 23 mm à la poubelle, c'est terminé, c'était dans les années 2010, là, c'est fini, là, en fait, toutes les études ont montré qu'en fait, des pneus 25, mais même voire 28, en fait, la résistance au roulement, globalement, elle est efficace, le rendement, il est même supérieur, etc. Et le confort, il a cru. En gros, il n'y a que des bénéfices à rouler en 25, voire en 28. Et a fortiori, si possible, en tubeless. Bon, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, etc. Mais si on cherche niveau performance, aujourd'hui, les pneus les plus rapides, etc., c'est des tubeless. Et 25, c'est... la seule limite, ça doit être est-ce que mon cadre accepte des 28 ? À partir du moment où ton cadre prend du 28, tu mets du 28.
C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Et il y a un autre truc tout con, tout simple, mais je me rends compte encore, j'en conseille, il y a 2 mecs, encore 3 mecs même, qui ont fait entre guillemets l'erreur, si on peut dire ça comme ça, en fait de pas mettre des pneus 4 saisons pour rouler l'hiver. Et c'est tout con, mais bien sûr il faut mettre des pneus 4 saisons pour rouler l'hiver. Faut avoir 2 paires de pneus. Normalement la tradition c'est même d'avoir 2 paires de roues, c'est-à-dire que l'hiver tu vas ressortir tes roues alu pour rouler quand il pleut, pour rouler quand il est dégueulasse, quand tu peux te vautrer, quand ci, quand ça. Et que, quand tu peux te vautrer, oui. Voilà. Et de toute façon, tu vas pas, t'es pas là pour faire de la performance, mais t'es là en général pour faire de l'endurance ou des base training, c'est-à-dire faire beaucoup, mais en tranquille. Bref, là, non, la tradition, c'était d'avoir tu mets tes roues alu pour automne, hiver, etc., et tu ressors tes belles roues carbone qui valent une blinde et qui sont plus performantes pour le printemps et les beaux jours quand ça va rouler plus fort. En tout cas, si tu veux garder la même paire de roues, tu mets des pneus 4 saisons parce que bien entendu ça va mettre meilleure résistance aux punctures, j'ai plus le mot en crevaison. Ouais. Forcément une meilleure résistance aux crevaisons. Alors ouais, mais le rendement il est pas le même. Ouais, mais enfin bon, on parle de quelques watts, c'est pas beaucoup. Puis l'hiver, clairement, de toute façon, je veux dire, même nous dans le Fastpack, personne en ce moment fait des tours à 46-47. Personne. Enfin là, ça commence, les mecs qui sont chauds. C'était cet hiver, on a eu des brutes. On n'était pas beaucoup, mais putain, on a quand même eu des moyennes assez impressionnantes. Normalement, on roule pas aussi fort que ça l'hiver. Mais bref, tout ça pour dire que normalement, il faut avoir des pneus 4 saisons et les remettre, en gros, novembre, décembre, janvier, février. Et puis tu ressors tes beaux GP 5000, machin, pour le printemps et pour l'été, quoi. Et puis les pneus vraiment de course, comme les Vittoria, Corsa, Speed, machin, pour les courses. Parce que tu as aussi l'erreur de mecs qui te mettent des super pneus super fins, donc super légers et géniaux, mais sauf que si c'est pour aller à Longchamp ou si c'est pour faire une sortie en chevreuse, oui, tu vas crever avec. Enfin, je veux dire, c'est quasiment sûr. Donc, il faut vraiment choisir correctement en termes. En tout cas, 28, c'est génial. Ok, c'est ce qu'on retiendra. Et on en parlait un peu au début de l'interview. Tu fais partie ou tu as créé, tu es fondateur, tu vas nous en dire un peu plus, du Suicidal Urban Riders. Donc, traduction, les coureurs cyclistes urbains suicidaires. Est-ce que c'est une bonne traduction, plus ou moins? C'est ça fait moins bien en français, mais ouais, c'est ça. Ouais, ça, alors, c'est une de mes plus grandes fiertés, en fait. C'est quand j'étais sur Strava, je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ces clubs et tout. Et j'ai regardé, je me suis rendu compte que n'importe qui peut créer n'importe quel club. Avec toi et ton pote, toi et ton voisin, toi et ton club, ce que tu veux. Et donc j'ai dit, j'ai cherché en rapport à des trucs en rapport avec le métal, des trucs en rapport avec Satan parce que c'est ce que j'aime. Et donc j'en trouvais pas beaucoup. Alors c'était des micro trucs de rien du tout avec 4 potes qu'on fait ça en Suède ou 3 potes en Colorado, bref. Et puis moi je me rendais surtout compte en faisant du pignon fixe à Longchamp, mais aussi en faisant beaucoup de vélo dans Paris, en connaissant quelques coursiers et avec Strava, je me suis rendu compte que les coursiers, que ce soit à New York, à Londres, à Berlin, en Pologne, en Espagne, bref, c'est en fait il y a quelque chose de commun, il y a une mentalité commune. C'est pour ça qu'il y a des courses en fait internationales, des Alicat qui regroupent les coursiers de plusieurs pays. Alicat, ouais, c'est ça. Voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tous en commun le fait de putain, mais on est taré de rouler dans Paris parce que putain c'est dangereux. Mais c'est pas que dans Paris en fait, c'est à Lyon, c'est à Londres, c'est à Berlin, c'est partout en fait. Rouler en ville tous les jours, en fait, faire du vélo dans la ville tous les jours, a fortiori de manière un petit peu tempo et un petit peu agressif, c'est taré. Et clairement, il y a un côté un peu suicidaire. Et donc, je me suis dit, voilà, en fait, moi, mon truc, clairement, faire du vélo comme ça, comme un barge, un peu tous les jours dans Paris, etc., ouais, c'est un peu suicidaire. C'est un peu taré, c'est un peu tête brûlée. Donc, j'ai fait ce club-là, comme ça, dans un délire sur Strava. Et puis, quelques personnes qui me suivaient et qui étaient dans le même état d'esprit, ont adhéré au truc. Et donc, avec un ami, on a fait. J'ai eu une idée pour faire un logo, pour trouver un slogan. Et le slogan, c'était Doomed, ce qui veut dire condamné ou voué à. Enfin, c'est l'idée du destin. Et en fait, c'est le destin, on va se cracher. Ouais, on est à un moment, tôt ou tard, on va se vautrer, on va se cracher, c'est inévitable, c'est le destin, tu vois, on est voué à ça. En fait, c'était comme une manière d'admettre que, ouais, c'est comme ça. Et on roule comme des furieux, et oui, voilà, on va se cracher à un moment ou à un autre, mais c'est pas grave. Un des meilleurs et des plus connus coursiers de Paris, Yves Barjot, lui, il est au-delà de nous parce que lui, il s'est jamais vautré. Je sais pas combien de 10 ou 15 ans de ride à Longchamp et en chevreuse et surtout dans Paris en coursier tous les jours. Mais sinon, tout le monde à un moment, et j'ai plein de potes, ils se sont pété de la clavicule, et même des très bons, bref. Et donc voilà, le club a commencé comme ça. On était quelques dizaines, même pas à peine. Et puis
moi j'ai commencé à dire bon bah chaque semaine sur Strava t'as le compte rendu de qui a fait quoi, qui a ridé le plus, qui a fait le plus de D+, qui avait la meilleure moyenne. Je me suis dit putain ça serait cool de faire un classement chaque semaine, donc j'ai commencé à faire ça. Et puis le club commençait à grandir parce qu'au fur et à mesure que des gens me suivaient, ils voyaient le club, ils disaient ah, c'est marrant, ou des gens qui me reconnaissaient à Longchamp. Et bref, on en parlait, donc le club commençait à grandir. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous au final, quoi. En plus. Ouais, et voilà, alors déjà c'est complètement ouvert à tous, c'est pas du tout. Alors effectivement, le visuel, il est assez agressif forcément parce qu'on parle quand même de suicidal, donc on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes. Et donc forcément, t'as un logo qui évoque des choses en noir et blanc, un peu agressif, qui est en rapport effectivement avec le métal, le black metal et le death metal en l'occurrence. Donc c'est pour ça que tu as des têtes de mort, c'est pour ça que tu as deux lames de rasoir un peu old school qui sont une référence au tatouage old school, mais aussi au suicide tout simplement parce que bon voilà, et que sur la page Strava du club, parce que c'est un club en fait qui est Strava, c'est un club de Strava qui est donc ouvert à tous. T'as en fait l'image d'un cycliste en train avec un pistolet sur la tempe, genre il va se tirer une balle. C'était ça clairement l'illustration du truc suicidaire. Donc bien sûr il y a du second degré là-dedans. Et donc en fait le club a commencé à grandir et surtout ce qui était assez kiffant, c'était que il y avait des membres un peu de partout. Il n'y avait pas juste des mecs de Paris, il n'y avait pas juste des potes à moi, il y avait des mecs un peu partout, vraiment, et petit à petit, on a vraiment conquis tous les continents. Et donc, du coup, je me dis, tiens, putain, moi, j'adore les chaussettes, parce que pour moi, quoi que j'ai pu faire dans ma vie, le style, ça a toujours été le truc le plus important, que ce soit dans la musique, ou en tant que prof, ou en tant que n'importe quoi. Le style, c'est toujours quelque chose qui m'est cher. Et donc, là, les chaussettes, c'est important. Les chaussettes, c'est sérieux. Les chaussettes, elles doivent arriver mi-mollet. Les chaussettes, c'est minimum 15 cm et pas en dessous. C'est hyper important. C'est pas comme nous, ça. C'est pas comme nous. Alors, il y a une exception pour les triathlètes, je sais bien, mais moi, j'estime que personnellement, ça devrait être uniquement en course et que même si tu es un triathlon que tu fais du contre-la-montre, et quand tu t'entraînes, t'arrêtes de faire des conneries et tu mets des chaussettes mi-mollet. Tu mets pas des chaussettes à la cheville, il faut arrêter les conneries, ça c'est que en course. Bref. Et donc je me suis dit, ouais, on a qu'à faire des chaussettes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de boîtes qui proposaient de faire des chaussettes custom. Et donc avec le logo Doomed et etc., j'ai fait. Non, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, j'ai commencé par une casquette. En fait, on a commencé par une casquette de cycliste. Parce que ça, c'est très à la mode, justement, de faire des casquettes custom. Comme on en a fait avec le PPTC. Parce que tu as des tas de coursiers qui roulent avec une casquette sans casque, etc. Donc, j'ai commencé par faire une casquette avec une boîte Bello, une boîte d'Europe de l'Est, Bello Cyclist. Et donc, on a envoyé le logo Doomed, on l'a mis sur la visière, etc. Et puis, j'ai commencé à en vendre comme ça aux mecs du groupe qu'on kiffait. Et puis après, donc, j'ai fait des paires de chaussettes Doomed. Et puis après, un jersey. Et puis après, un autre jersey mieux que le premier avec un cuissard. Et puis Et puis donc en fait maintenant il y a toute une collection en fait printemps, été et automne, hiver avec toujours le visuel, le logo, toujours les quelques slogans que ce soit Doomed ou To Hell We Ride, ce qui veut dire qu'on roule droit vers l'enfer. Pareil en rapport avec le côté suicidaire et le côté on roule vers la mort, un espèce de pied de nez bien sûr, la mort comme un memento mori, etc. Et donc du coup il y a toute une ligne qui est développée et moi ce qui est le plus important c'est qu'en fait à chaque fois je suis très exigeant moi en fringues, en sapes. Et donc moi je voulais vraiment des trucs de qualité, des trucs stylés, mais pas que stylés mais aussi de qualité. Et donc, à chaque fois, j'ai réussi à trouver des collaborateurs et des fabricants qui proposaient des trucs de qualité. À chaque fois, je me suis démerdé pour avoir un prix vraiment bas par rapport à entre guillemets, la concurrence. Et c'est d'autant plus intéressant que on est sur du custom et que normalement, le custom, c'est plus cher. Et moi, justement, j'ai réussi à trouver et à bosser avec des mecs. Alors, c'est une sacrée prise de tête des fois, mais c'est comme ça. Par exemple, proposer des prix moins chers que Castelli, moins chers que Rafa, machin, à des qualités équivalentes. Et donc voilà, du coup je décline depuis des collections parce que ça me fait plaisir et puis parce que c'est génial et que le club est devenu maintenant vraiment assez important. On est à bientôt 1500 membres. 1500, oui, j'ai voulu te poser la question. Ça me fait halluciner de me dire ça alors que moi j'ai commencé ça limite, genre moi et deux potes sur un pied de nez. Je me suis fait mon délire, c'est vraiment moi l'univers métal, l'univers un peu... le satanisme pas sérieux, etc. Et le vélo, associer deux choses qui à la base n'ont rien à voir ensemble. Et les associer, et puis au final c'est devenu plus que ça parce qu'on a des mecs qui font du VTT en Provence par exemple, qui font partie du club. On a des tas de mecs en Amérique du Sud, au Brésil, des mecs en Inde, etc. Enfin bref, donc bien sûr les Suicide Lab Riders, c'est pas du tout un truc c'est pas un truc de métalleux, c'est pas un truc de, tu vois, non, c'est autre chose, c'est juste en gros le truc qui nous dit, c'est que même
ironiquement, c'est même plus que urbain d'ailleurs, mais en tout cas, c'est des forcenés du vélo, des mecs qui roulent à fond ou qui roulent beaucoup de manière un peu tarée, parce que finalement, c'est tout aussi suicidaire de rouler slalomé dans Paris que de faire des descentes de VTT dans les bois ou de faire du gravel sur de la boue, ou finalement, ou même faire un col et après se faire une descente à 80 km/h. En fait, tout ça, il y a un côté taré, il y a un côté dangereux. Et le truc, c'est les Suicide Band Riders, c'est ouvert à tous, c'est pas une histoire de niveau, n'importe qui peut en faire. D'ailleurs, on a tout, on a des ados, on a des kids de 16-17 ans, on a des sexagénaires aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment, c'est un état d'esprit en fait, c'est un état d'esprit un peu punk, un peu genre fuck off. Enfin voilà, on fait du vélo, on vous emmerde, on fait ce qu'on veut, on respecte rien, et puis c'est tout quoi. Et écoute, c'est ça c'est ça. C'est vrai que ça, j'en suis vraiment très fier. Génial. Bah ouais, c'est cool. En tout cas, on aime bien l'esprit. Écoute, on va rejoindre le club et peut-être prendre des tenues. Qui sait. Et puis peut-être un jour réussir à être, comme je continue toujours à faire toutes les semaines, publier le top des meilleurs riders de la semaine, être celui qui aura roulé le plus ou le plus rapidement ou fait le plus de D+, ou faire la sortie la plus longue. Mais c'est vrai qu'on a des brutes, il y a des tarés dans les sorties les plus longues. On a des mecs qui font des 400, 500, 600 km en un ride. On a des mecs avec des moyennes à 40 l'été, des mecs qui ont 15 000 mètres de D+, en une semaine, des mecs qui font 800 km par semaine. Enfin bon, il y a des grosses balais, il y a des grosses brutes. Pas sûr d'être dans ce classement-là, mais on veut bien porter une tenue, faire partie du club. Avec plaisir. C'est quoi tes projets en 2021 ? C'est continuer à rouler encore plus, encore plus longtemps Encore plus et plus longtemps, je sais pas, parce que comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait 29 414 en 2020 et c'est énorme et c'est limite trop et c'est tellement de sacrifices, enfin c'est n'importe quoi. Donc je pense que je suis arrivé à mon max que 30 000 si t'es pas coursier ou si t'es pas un professionnel ou si t'es pas au chômage ou si t'es pas un ado. Ou si t'es pas célibataire, je vois pas comment. Enfin, je sais maintenant que c'est un truc de fou furieux et que c'est trop. De toute façon, sincèrement, c'est trop. C'est même à un moment contre-productif de rouler autant. Au niveau de la performance, en fait, les pros, ils roulent moins en général et des mecs qui déchirent roulent moins. T'as des mecs qui roulent 10 000 par an, c'est des machines de guerre. Donc en fait, c'est une distance, c'est un espèce de challenge perso et une addiction, mais paradoxalement, c'est quelque chose que je recommanderais pas forcément parce que c'est pas ça qui va te rendre meilleur. Enfin, ça va te faire progresser, mais il y a un moment, tu vas arriver à un palier parce que pour progresser, comme je disais tout à l'heure, il faut varier sa pratique, faire des exercices différents, des exercices ciblés, chose que je fais quasiment pas parce que moi, je suis un bourrin et que moi, je roule, c'est soit je roule super, soit je roule à fond et que j'ai pas de plan d'entraînement ou quoi aux caisses. Et donc, non, clairement, comme tu disais, voilà, c'est tout simple, mais moi, mon plaisir, c'est ça, c'est le fast-pack, c'est retrouver le fast-pack, rouler avec le fast-pack, faire mes 500 bornes par semaine. Bien entendu, faire 20 000 bornes par an, sauf accident catastrophique, c'est mon objectif de base. Et voilà, mais bon, j'espère pouvoir faire quelques crits cette année. Mais voilà, continuer à faire vivre le club des Suicide Band Riders. Et après, quand tu roules, j'organise en fait des rides un peu plus ciblés club, justement à Longchamp, normalement le jeudi soir, mais en ce moment c'est le jeudi midi. Et donc, quand tu fais ça et que tu vois une vingtaine de mecs qui roulent avec le jersey des Suicide Band Riders, cool. C'est génial. Enfin, franchement, c'est à voir ça quand tu vois les mecs tous ensemble habillés en noir avec le kit du club et le logo et tout, c'est tellement kiffant. Ouais, franchement, ça doit être super. Bah écoute, on te souhaite beaucoup de kilomètres sans embûches à Longchamp ou à Vincennes. En 2020, je me suis vautré, mais je me suis rien cassé. Donc déjà, il y a eu du progrès. Par rapport aux années il y a du mieux. Il y a du mieux. Le triathlon, ça t'a jamais tenté ? Alors moi je fais que du vélo, alors c'est marrant parce que j'ai fait de la natation quand j'étais jeune, quand j'avais de 8 à 12 ans j'ai fait de la natation, mais la course à pied je suis nul, je suis une catastrophe, je suis une patate, j'ai toujours détesté ça, donc non c'est sûr que j'en ferai jamais, a priori, sauf non j'en ferai jamais, je suis vraiment pas assez bon et pas assez athlétique pour ça, donc mais j'adore les mecs qui font ça, je respecte à mort, c'est une pratique que je trouve super, et il y a des mecs du club qui sont des triathlètes bien sûr. Et enfin voilà quoi, ce que je disais, c'est ouvert à tout le monde. Les mecs qui font du VTT, on a des triathlètes aussi qui font partie du club. Et plus je roule et plus je me rends compte que les mecs ont un niveau super et que les mecs qui font du triathlon, c'est des sacrés balèzes parce que putain, les mecs qui font l'enchaînement course, vélo dans le même entraînement, il y en a qui font ça, putain, balèze quoi. Respect. Ouais, merci. C'est pas pour moi. Moi, je suis juste là pour faire du vélo, pour rouler comme un porc. Hein, c'est juste ça qui. C'est déjà pas mal. Ça nous empêchera pas de rouler avec plaisir avec toi à l'occasion. Avec plaisir. Nous faire progresser un peu en vélo.
On a une question traditionnelle. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. On a une question traditionnelle avant de terminer. C'est quelle est ta bière préférée? Je crois que tu n'aimes pas tant la bière. Ouais. Alors moi, une fois de plus... Erreur de casting, ça nous arrive. C'est carton rouge, ça. Je suis un métalleux qui n'aime pas la bière et qui ne boit quasiment jamais, qui boit à peu près quasiment jamais de bière, sauf exception faite pour le cidre, ça va. Ou alors, très précisément, il y a une bière que j'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est super sucrée et qu'elle n'a pas tellement un goût de bière, en fait. C'est la Faro. De la marque belge Lindmans, ou je sais plus quoi le nom, enfin bref, c'est une bière au lambic au sucre, super sucrée, donc en gros c'est pas du tout une vraie bière, quoi, c'est pas une bière top, on va dire, hein, c'est une bière, voilà, mais c'est la bière que j'aime, c'est celle-là, donc là on va dire la Faro, c'est ma bière préférée avec le cidre. Ouais, super, ça passe. Ouais, c'est noté. On a beaucoup parlé de Strava. Où est-ce qu'on peut te suivre le club Suicidal Urban Riders? Tout se passe sur Strava parce que moi je suis nulle part ailleurs en fait. Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Instagram. Le club est sur Instagram, mais c'est un pote qui gère parce que moi je veux même pas mettre les doigts là-dedans. Donc moi c'est uniquement Strava et tout se passe sur Strava et tous les news du club et tout ça se passe sur Strava pour ceux qui veulent adhérer et rouler avec nous et qui seraient intéressés pour choper un jersey ou des chaussettes ou quoi aux caisses. Il faut suivre sur Strava, c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent rouler d'une manière peu raisonnable. On va regarder tout ça. Très bien. Et concernant le club, nous le club, on peut nous suivre sur Strava également. Exactement. Strava-PPTC. On peut nous suivre sur... je dis n'importe quoi, PPTC-tri, je vais y arriver. Ça c'est sur Instagram. Non, sur Instagram c'est PPTC_tri. Voilà. Moi, je connais pas le nom exact. C'était un piège. Sur Instagram, on est sur Instagram. On est sur Instagram, mais pas moi. On a aussi une page Facebook, PPTC. Bien sûr, et le site pptc.fr. Exactement. Et si vous aimez ces épisodes-là, celui-ci et ceux d'avant et ceux qui vont venir, n'hésitez pas à nous noter et nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. C'est le seul endroit où on peut noter le podcast. En tout cas, ça nous aiderait beaucoup. Exactement. Ce serait hyper sympa. Et merci beaucoup Samuel pour ces informations. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir, c'était hyper intéressant, hyper cool. Et puis on espère te voir... soit pour boire une petite Faro ou plutôt sur les pistes de Vincennes ou Longchamp, à mon avis. Il y a moyen de m'y trouver, il y a moyen que j'y sois. On pourra pas te rater, je pense. Génial. La tresse, c'est la tresse, le truc qui... La tresse. Ouais, la tresse. Et faut pas qu'on oublie, le plus important c'est quoi ? Le plus important, c'est le club. C'est le club, bien sûr. Évidemment. Allez, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt, salut. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.